la cabane sous les étoiles. La vieille cabane se dressait là depuis 60 ans, témoin silencieux de vies entières, avant que la nature, en une seule nuit de tempête, ne la reprenne sans pitié. Martha et Harold Green contemplaient les ruines de ce qui fut leur maison de montagne. Autour d'eux, le vent gémissait à travers les poutres brisées, les souvenirs s'éparpillaient dans la boue, et le poids insoutenable du recommencement à 80 ans s'abattait sur leurs épaules. Leurs mains, autrefois solides et assurées, capables d'ériger cette demeure de leurs propres efforts, tremblaient maintenant sous la fatigue et l'émotion. 3000 plus loin, sur le versant opposé, un garçon de 12 ans, Elijah Murphy, observait depuis le porche familial la fureur du ciel qui ravageait la vallée. Tandis que les adultes murmuraient des prières et des rumeurs, Elijah, lui, resta silencieux. Il alla chercher la boîte à outils de son père. Dans son esprit d'enfant, une question brûlait, les mains d'un garçon pouvaient-elles réparer ce que la montagne avait brisé? La jeunesse pouvait-elle rendre autant ce qu'il avait pris à la vieillesse? Au matin, la lumière filtrait à travers les poutres effondrées, projetant des ombres fracturées sur le sol dévasté du salon des Green. Martha s'agenouilla dans les débris, ses doigts arthritiques explorant doucement les gravats jusqu'à extraire un vieil album relié de cuir. Miraculeusement, il avait survécu, bien que plusieurs photos en soient flétries par l'eau. « Harold !» appela-t-elle d'une voix faible, presque avalée par le vent de la montagne. Harold s'approcha prudemment, sa canne de fortune gémissant sous son poids. Lorsqu'il s'assit à côté d'elle, un éclair de lumière anima son visage usé. « Regarde-nous » murmura Martha, montrant une photo sépia où ils apparaissaient jeunes mariés, debout fièrement devant l'ossature neuve de leur cabane. On était si jeunes. Harold effleura la photo du pouce, ses doigts calleux suivant les contours de leur jeunesse. On l'a bâti une fois, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Mais c'était d'autres temps, d'autres corps. Ils tournèrent lentement les pages, chaque cliché ouvrant une porte sur leur vie passée, leurs enfants jouant sur le porche aujourd'hui réduit en éclats, les Noëls autour de la cheminée et désormais un tas de pierres éparses, la dernière réunion de famille, 5 ans plus tôt, avant que leur fils ne parte en Australie et que leur fille, accaparée par sa carrière, ne renonce aux longues routes de montagne. Ils ont appelé, murmura Martha, comme lisant dans ses pensées. Robert veut qu'on vienne vivre chez lui, à Phoenix. Harold serra la mâchoire. Dans une résidence pour retraités, entourée d'étrangers qui jouent au shuffleboard. Elisa nous propose un petit appartement à Denver, près de chez elle, ajouta Martha. Un appartement, répéta-t-il, le mot étranger sur sa langue, avec des voisins empilés au-dessus et en dessous, comme du bois de chauffage. Martha referma l'album et le serra contre son cœur. Quelle autre option avons-nous, Harold? Souffla-t-elle. Nous ne pouvons pas rester ici. Et reconstruire, pas à notre âge. Harold se leva avec peine et regarda au loin, vers les sommets qui encadraient sa vie depuis 60 ans. La simple idée d'un horizon de béton et d'une lumière artificielle lui serra la poitrine. Les Johnson ont dit qu'on pouvait rester chez eux un moment, poursuivit Martha, ramassant quelques objets encore sauvables. Leur chambre d'amis est petite, mais ça fera l'affaire. Harold hocha lentement la tête, sans un mot. Ses yeux tombèrent sur le vieux coffre en cèdre, miraculeusement intact. À l'intérieur, les vestiges d'une existence, certificat de naissance, acte de mariage, papier militaire, titre de propriété d'une terre que la tempête avait réduite à néant. Il faut rappeler Robert, dit Martha, son sens pratique reprenant le dessus. Elle enveloppa dans un torchon une tasse épargnée par miracle. Il disait qu'il y avait une liste d'attente pour cette communauté, celle avec le bon centre médical. Le silence de Harold fut une réponse suffisante. Martha soupira, consciente du poids de ce qu'il perdait, pas seulement une maison, mais une indépendance, une identité, un sens. Nous avons eu une belle vie ici, dit-elle doucement. L'après-midi s'étira, rythmé par le fracas des souvenirs qu'il tentait de sauver. Si peu de choses pouvaient tenir dans leurs mains face à une vie entière d'accumulation. Par moments, Martha s'interrompait, submergée par la mémoire que portait chaque objet retrouvé, le plat fendu de leur 40e anniversaire, les décorations de Noël taillées à la main, la courte pointe cousue par sa mère, désormais tachée et irrécupérable. Quand le jour commença à décliner, Harold insista pour faire un dernier tour du terrain. Martha resta sur le porche effondré et le regarda s'éloigner lentement le long des limites qu'ils avaient jadis défendues contre l'avancée inexorable de la nature. Mais cette fois, la nature n'avait pas négocié. Elle avait tout repris d'un seul coup. Lorsqu'il revint, ses yeux étaient rouges, mais secs. Les Johnson viendront à 9 h demain, lui rappela Martha.
On devrait finir de rassembler nos affaires. Harold hocha la tête et contempla une dernière fois le soleil couchant, dont la lumière dorée effleurait les ruines. Je n'aurais jamais cru qu'on quitterait cet endroit autrement que dans des cercueils de pin, murmura-t-il. Martha glissa sa main dans la sienne. Son alliance ternie scintilla faiblement dans la lueur du soir. Je sais, répondit-elle simplement. Je sais. Cette nuit-là, ils improvisèrent un lit dans le seul coin encore protégé par quelques murs de boue. Demain, ils deviendraient des invités. Puis des dépendants. Mais ce soir, ils dormiraient une dernière fois sur leur montagne, sous leurs étoiles, même si le toit qui les avait abrités s'était ouvert à l'immensité d'un ciel indifférent. 3000 plus bas, Elijah Murphy était assis en tailleur sur le sol de sa chambre. Devant lui, une boîte à outils soigneusement organisée, chaque objet à sa place, chaque outil poli comme un talisman. Les ciseaux à bois classés par taille, les marteaux alignés, les tournevis ordonnés selon leur fonction. Certains venaient du magasin, d'autres avaient été modifiés, perfectionnés par la main de son père, manches enveloppées de cuir, métal adouci par des années d'usage. Elijah, le dîner est prêt. Appela sa mère depuis l'escalier. J'arrive, répondit-il, rangeant un rabot dans son compartiment tapissé de mousse. La cabane des Murphy était modeste mais solide. Son père, James, l'avait bâtie de ses mains, puis agrandie 2 fois, au fil des années et des naissances. Contrairement à la plupart des enfants de la vallée, Elijah ne fréquentait pas l'école à 30 000 de là. Ses parents l'éduquaient à la maison, estimant que les hivers dangereux rendaient la route trop risquée et que la vraie éducation ne se trouvait pas seulement dans les livres, mais dans la pratique, dans les gestes du quotidien. Au dîner, la conversation glissa naturellement vers la tempête. Le pasteur Williams a dit que la collecte a permis de réunir presque 2000 $, rapporta Sarah, la mère, en servant le ragoût. Ce n'est pas suffisant pour reconstruire, mais ça aidera peut-être les Green à se loger temporairement. James acquiesça, rompant un morceau de pain de maïs. Je suis passé voir les dégâts. C'est pire que ce que je pensais. Les fondations sont fissurées en 3 endroits. Ils vont vraiment partir en Arizona, demanda Emma, la sœur de 16 ans. C'est ce qu'on dit, répondit James. Leur fils voulait depuis longtemps qu'il s'installe près de lui. Maintenant, ils n'ont plus vraiment le choix. Elijah mangeait en silence, chaque mot gravé dans sa mémoire. Les adultes le voyaient comme un simple garçon, mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il observait, qu'il écoutait, qu'il pensait différemment. Dans son esprit, les images de la cabane détruite se mêlaient à celles des outils dans sa boîte. Et déjà, un plan prenait forme. Cette nuit-là, tandis que les Greens s'endormaient sous le vent glacé de leur montagne, Elijah, lui, ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se leva, prit la lampe de poche posée sur son bureau, et ouvrit la fenêtre. Le souffle froid entra, vif comme une promesse. Il pensa à Harold à ses mains tremblantes, à la maison perdue. Et dans le silence de la vallée, il murmura. Peut-être qu'on peut la rebâtir, ensemble. Loin au-dessus, entre les pins noirs et les nuages déchirés, les étoiles brillaient sur 2 générations, l'une qui croyait avoir tout perdu, et l'autre qui commençait à croire que rien n'était jamais vraiment fini. La montagne des silences. Il parlait rarement, seulement lorsque cela était nécessaire. Mais quand sa voix s'élevait, chaque mot semblait peser, chargé d'une sagesse tranquille. Monsieur Green m'a appris à reconnaître les champignons comestibles l'automne dernier, dit enfin Elijah. Son grand-père lui avait montré comment faire quand il avait mon âge. Sarah échangea un regard avec James. C'est triste, murmura-t-elle. Ils sont là-haut depuis plus longtemps que la plupart d'entre nous sommes en vie. Après le dîner, Elijah regagna sa chambre. Sous son matelas, il tira un vieux carnet à dessin. Ces pages ne contenaient ni vaisseaux spatiaux, ni super-héros mais des plans, des croquis précis de poutres, de charpentes, de coupes de bâtiments. Des idées inspirées des gestes de son père, menuisier reconnu dans tout le comté. Ce soir-là, ses dessins prenaient une autre forme, des calculs, des angles, des mesures. Une cabane mais pas n'importe laquelle. Une maison pensée pour des personnes âgées, avec des portes plus larges, moins de marches, des appuis discrets mais solides à chaque coin. Un refuge sûr, simple et digne. Un léger coup à la porte interrompit son élan. « Tu ne dors pas encore ?» demanda son père, en passant la tête. Elijah referma précipitamment son carnet, mais trop tard, James avait aperçu les croquis. Il s'assit au bord du lit, prit doucement le carnet entre ses mains. « Eh bien, c'est du travail minutieux, dit-il en feuilletant les pages. Tu me permets ?
Elia hocha la tête, hésitant. Son père tourna chaque page lentement, observant les lignes soignées, les annotations exactes, la logique d'ensemble. « Tu observes plus que je ne le pensais », murmura James, une lueur nouvelle dans la voix. « J'écoute aussi », répondit Elia simplement. James posa le doigt sur un dessin. Des étagères basses, des murs renforcés dans la salle de bain pour installer des barres d'appui. « Tu penses au green, n'est-ce pas » Elia acquiesça. « Ce n'est pas besoin d'être luxueux. Juste solide. » Sûr. James observa le visage de son fils, à 12 ans, Elia gardait encore la douceur de l'enfance, mais ses yeux avaient la gravité d'une âme ancienne. Il y avait vu cette même sagesse quand l'enfant avait soigné un faucon blessé au printemps précédent, ou lorsqu'il avait réparé le tracteur d'un voisin amputé de 2 doigts. « C'est une belle idée, » dit son père avec tendresse. « Mais reconstruire coûte de l'argent, des matériaux, des bras. Les Green n'ont pas d'assurance pour ce genre de désastre. »« Je sais, » murmura Elia en reprenant son carnet. « Je réfléchissais juste. » Quand son père quitta la pièce, il rouvrit le carnet. Le crayon traça encore, obstiné, des lignes jusqu'à bien après minuit. Dans un coin de la chambre, une vieille boîte de café en fer portait une étiquette écrite à la main, « Fonds de construction ». À l'intérieur, 217,43 $, tout ce qu'il avait économisé, petit boulot, anniversaire, vente d'appâts de pêche sculptés en hiver. Ce n'était rien face à l'ampleur du projet. Il le savait. Mais entre les mathématiques et l'impossible, il y avait cet entêtement propre aux gens des montagnes. Et dans cet espace fragile, Elia Murphy commençait à bâtir un rêve. L'aube se leva claire et glacée. Dans la cabane des Green, Martha et Harold achevaient les préparatifs du départ. Le vieux pick-up des Johnson allait arriver d'un moment à l'autre, marquant la fin de 60 ans de vie sur leur montagne. « Tu as pris tes médicaments » demanda Martha d'un ton méthodique, récitant sa liste mentale pour la 10e fois. Harold acquiesça, distrait. Il était agenouillé devant un petit coffre métallique qu'il avait tiré des décombres. La serrure, rongée par la rouille, céda enfin. Il souleva le couvercle lentement, comme on exhume une capsule temporelle. À l'intérieur, ses papiers militaires, quelques médailles ternies, un drapeau américain soigneusement plié, et, au sommet, sa casquette de vétéran. Une simple casquette bleue brodée d'or, qu'il avait accompagnée à chaque défilé du 4 juillet, à chaque cérémonie du souvenir. Harold la prit avec précaution, époussetant le blason où l'on lisait, à peine visible, vétéran de la guerre de Corée au 7e division d'infanterie. « Je croyais l'avoir perdu » murmura-t-il. Martha leva les yeux de sa valise. « Tu devrais la porter aujourd'hui. Ça rappellera aux Johnson qu'il y a encore un peu de dignité dans ses vieux os. » Il obéit. La casquette, posée sur sa tête, retrouvait sa place naturelle. Dans le reflet d'une vitre brisée, Harold peinait à se reconnaître, le soldat fier d'autrefois n'était plus qu'un vieil homme déplacé par des forces qu'il ne maîtrisait pas. « On dirait une retraite » souffla-t-il. Martha s'approcha, posa sa main sur son épaule. « Ce n'est pas une retraite, Harold. C'est une reposition stratégique. » Le clin d'œil militaire arracha à Harold un léger sourire. Les heures suivantes furent une suite de décisions déchirantes, que prendre, que laisser? Chaque objet semblait chargé d'un souvenir. La chaise à bascule qu'il avait construite à la naissance de leur premier enfant. La porcelaine de la mère de Martha, miraculeusement intacte. Les livres, gorgés d'eau, irrécupérables. Les outils de l'atelier, trop lourds pour être transportés. À midi, toute une vie se résumait à 3 valises et 5 cartons. « On est là !» lança la voix de Frank Johnson depuis l'extérieur. Le bruit de la portière du camion claqua dans l'air. Martha sortit accueillir leurs voisins, désormais leur sauveur. Pendant ce temps, Harold fit un dernier tour des ruines. Dans ce qui restait de leur chambre, il s'arrêta devant la commode. La boîte à bijoux de Martha était restée intacte, la ballerine miniature y dansait encore, suspendue à jamais dans sa pose gracieuse. Il la glissa discrètement dans sa poche, un petit miracle pour plus tard. « Prêt, Harold » appela Frank, déjà chargé d'un carton. « 1 minute » répondit Harold, la gorge serrée. Il resta un instant sur le seuil. Le vent montagnard caressait les débris, et au loin s'étendait la prairie qu'il voyait chaque matin depuis 60 ans. Le même vallon d'herbes ondulantes, les pins qui formaient la lisière, le sommet découpé dans le bleu du ciel. Il grava cette image dans sa mémoire avant de tourner le dos.
Le trajet jusqu'à la maison des Johnson se fit dans un silence presque sacré. Par la fenêtre, Harold regardait sa montagne s'éloigner, se dissoudre peu à peu dans le paysage. Sa casquette reposait sur ses genoux, ses doigts en suivaient machinalement les lettres brodées, comme pour en retenir la force. « Vous voilà installés », s'exclama Louise Johnson en les guidant jusqu'à la chambre d'amis. « J'ai mis des serviettes propres dans la salle de bain. Le dîner est à 6 heures. » Martha la remercia d'un sourire fatigué. Une fois seule, elle commença à ranger leurs maigres affaires tandis que Harold s'assit lourdement sur le lit. « C'est temporaire, dit-elle, suspendant ses robes dans le placard. Juste le temps de réfléchir à l'offre de Robert. » Harold hocha la tête. Ils savaient tous deux que c'était une formule de réconfort, rien de plus. À 80 ans, recommencer n'était pas seulement difficile, c'était presque impensable. Le dîner fut un étrange mélange de courtoisie et de malaise. Entre deux phrases compatissantes, les regards de pitié s'échangeaient autour de la table. Harold se sentait de trop, étranger à sa propre vie. Lorsque les assiettes furent débarrassées, il se retira sur le perron arrière. La nuit était tombée, fraîche et silencieuse. D'ici, les étoiles semblaient différentes, plus lointaines, plus froides. Sa montagne, elle, n'était plus qu'une ombre massive à l'horizon. Sur la table du vestibule, il avait laissé sa casquette, ce symbole de force et de résistance qu'il ne se sentait plus digne de porter. À travers la porte moustiquaire, il entendit le téléphone sonner. « Oui, Robert », répondit la voix de Martha. « Nous sommes installés, pour l'instant. »« Non, je ne crois pas. »« Oui, j'ai compris qu'il y a une liste d'attente. »« Oui, ton père va bien. Il essaie juste de s'adapter. » Les mots s'effaçaient dans la nuit. Harold ne les écoutait plus. Ses yeux restaient fixés sur la silhouette sombre de la montagne. Là-bas, quelque part, se trouvaient les débris de sa maison, la poussière de ses souvenirs, et peut-être encore un espoir que tout n'était pas perdu. Dans une autre maison, à quelques kilomètres de là, Elia ne dormait pas non plus. Sa lampe de bureau projetait un halo tremblant sur le carnet ouvert. Il reprenait ses calculs, longueur, angle, poutre maîtresse. Sur la table, la boîte de café trônait toujours. Il la secoua doucement, écoutant le tintement des pièces, ce son fragile d'un rêve en devenir. Puis, d'un geste décidé, il ajouta un billet de $5. Il leva les yeux vers la fenêtre. La montagne se dressait dans la nuit, imposante et muette. Mais Elia savait qu'au-delà des ombres, quelque chose survivait, la volonté de rebâtir, de redonner à deux vieux cœurs un foyer. Et tandis que la lune glissait derrière les pins, le garçon traçait la dernière ligne de son plan. Une ligne droite, ferme, résolue comme une promesse silencieuse, je trouverai un moyen. Sous la lumière argentée de la lune, un jeune garçon avançait prudemment à travers les ruines calcinées de la cabane des Green. Elia, une lampe torche à la main, balayait méthodiquement les débris, planches brisées, murs effondrés, traces d'une vie balayée en une seule nuit. Il portait son carnet, un ruban à mesurer et le niveau à bulles de son père, outil d'un apprenti bâtisseur animé par une détermination qui dépassait de loin son âge. Chaque mesure notée, chaque mur testé pour sa solidité témoignait d'un respect silencieux pour le lieu. Puis, près de ce qui avait été la porte d'entrée, un éclat de couleur attira son attention, une tache bleue au milieu du bois éclaté. Elia s'agenouilla, dégagea doucement l'objet et découvrit la casquette d'ancien combattant de Harold. Elle avait été oubliée dans la précipitation de leur départ. Il la nettoya du revers de la main, observant avec émotion l'insigne brodé, symbole d'une vie de service et de courage. Avec précaution, il la glissa dans son sac, un lien tangible avec l'homme dont il explorait désormais les ruines avec un sens du devoir qui paraissait presque sacré. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Martha Green tentait de redonner un semblant d'ordre à leur existence déracinée. 3 jours après leur arrivée chez les Johnson, elle avait instauré une routine qui lui donnait l'illusion de stabilité. Le matin, elle aidait Louise à entretenir la maison et cuisiner, laver, ranger et des gestes simples qui lui permettaient de se sentir utile plutôt qu'un fardeau. L'après-midi, elle s'installait sur le porche avec son carnet et son téléphone, appelant les compagnies d'assurance qui lui servaient des promesses vides, ou leur fils Robert, dont la patience s'amenuisait face à leurs hésitations à quitter définitivement les montagnes pour l'Arizona. Harold, lui, s'était renfermé dans un silence inquiétant. Il passait des heures dans l'atelier de Frank, effleurant les outils d'un autre homme, comme pour raviver la mémoire de ceux qu'il avait perdus. Parfois, il partait marcher seul, revenant les bottes couvertes de boue et le regard lointain. « Il est remonté là-haut, n'est-ce pas » demanda Martha un soir, inquiète.
Frank ôta son chapeau et acquiesça gravement. Je l'ai trouvé debout dans ce qui reste de votre cuisine. Il regardait le vide. Louise posa une tasse de thé devant Martha. Il fait son deuil, ma chère. Les hommes le vivent différemment de nous. Cette nuit-là, Martha se réveilla et constata que la place de son mari était vide. Elle le trouva assis à la table de la cuisine, cerné de papiers, brochures de résidence pour retraités, dépliants d'appartements à Denver, formulaire d'assurance. Nous avons des options, dit-il sans lever les yeux. Aucune de bonne, murmura-t-il ensuite. Martha s'assit à côté de lui et posa sa main sur la sienne. Nous avons encore l'un l'autre, Harold. Et ça, c'est déjà beaucoup. Pendant ce temps, chez les Murphy, Elia avait étalé sur la table de la salle à manger des plans soigneusement dessinés. Des croquis précis, à l'encre, avec côte, angle et projection. James Murphy, son père, les examinait attentivement, posant ici et là une question sur la résistance des matériaux ou les charges portantes. « Tu as bien réfléchi à tout, hein » finit-il par dire, impressionné. Mais Elia, ce projet demanderait des professionnels et de l'argent. Rien qu'en matériaux, on parle d'au moins 20 000 $. On peut récupérer du bois de la vieille grange des Collins, répondit Elia sans hésiter. Et renforcer les fondations avec de la pierre de rivière. J'ai tout calculé. Si on a l'aide du groupe de l'église et qu'on utilise les fonds d'aide pour les matériaux spécialisés, on peut y arriver. Sarah Murphy, appuyée contre le chambranle, observait la scène avec un mélange de fierté et d'inquiétude. C'est une belle idée, mon chéri, mais les Green font déjà leur démarche pour partir, dit-elle doucement. Elia secoua la tête. Ils ne veulent pas partir. Surtout Monsieur Green. Il appartient à cette montagne. James croisa le regard de sa femme, intrigué. Et comment tu le sais? Je le sens, répondit le garçon avant de sortir la casquette de son sac. C'est à lui. Je l'ai trouvé dans les décombres. James prit la casquette, observant l'insigne de la guerre de Corée. Ton grand-père a combattu là-bas, murmura-t-il. Je sais, répondit Elia. C'est pour ça que je l'ai reconnu. Le silence s'installa, un moment suspendu où 3 générations semblaient se rencontrer à travers un simple morceau de tissu bleu. James finit par soupirer. Même si, et c'est un grand si, on arrivait à obtenir des dons de matériaux et de la main-d'œuvre bénévole, il faudrait leur accord. Et je doute qu'ils acceptent la charité. Elia leva le menton. Ce n'est pas de la charité, papa. C'est de la communauté. Le lendemain, James passa plusieurs coups de fil au pasteur, à un fournisseur de bois, à quelques amis du bâtiment. En l'espace d'une après-midi, ce qui paraissait impossible prit une forme timide, fragile, mais bien réelle, une possibilité. Il faut leur en parler, suggéra Sarah. Quand la famille Murphy arriva chez les Johnson, Harold revenait tout juste d'une de ses longues marches solitaires. Sur le perron, les présentations furent faites. Elia resta légèrement en retrait, intimidé par la stature fatiguée mais imposante de Harold. À l'intérieur, autour d'un café et d'un gâteau aux pommes, James exposa le projet, reconstruire la cabane grâce à un effort collectif, avec des matériaux donnés et des bras bénévoles. Harold resta impassible, mais les yeux de Martha s'illuminèrent d'un espoir timide. Nous ne pouvons pas accepter une telle aumône, protesta Harold d'une voix ferme. James répondit calmement. Quand mon père a perdu un bras dans l'accident du moulin, c'est vous qui avez organisé la moisson pour que nous ne perdions pas nos récoltes. Ce n'était pas de la charité. C'était de la solidarité. Un silence pesant suivit, jusqu'à ce qu'Elia s'avance et dépose les plans sur la table basse. Ce n'étaient plus les croquis de son carnet, mais des dessins architecturaux précis, presque professionnels, d'une beauté sobre. Je l'ai conçu pour vous, dit-il avec une sincérité bouleversante. Les chambres sont au rez-de-chaussée, il n'y a pas d'escalier. Les portes sont plus larges, pour circuler plus facilement. Et il y a une isolation renforcée pour économiser le chauffage. Harold fixa le garçon, puis les dessins. Ses mains ridées tremblaient légèrement lorsqu'il les effleura, comme s'il touchait à quelque chose de sacré. C'est toi qui as dessiné ça. Elia hocha la tête et sortit la casquette. Et ceci aussi vous appartient. Je l'ai trouvé en prenant les mesures. Harold prit la casquette, la retourna, et sa mâchoire se contracta alors qu'il luttait pour retenir ses émotions. Quand as-tu fait toutes ces mesures, demanda Martha. Après votre départ, avoua Elia. Harold se leva brusquement, marcha jusqu'à la fenêtre,
la casquette serrée dans sa main. Son dos droit, son silence tendu disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Ce ne serait plus pareil, finit-il par dire d'une voix rauque. Non, monsieur, répondit Elia calmement. Ce serait mieux. Parce que cette fois, elle serait construite pour durer encore 60 ans. Les jours suivants, Harold ne donna pas de réponse claire. Il posa des questions pratiques permis, système d'évacuation mais sans jamais révéler ses intentions. Martha, elle, recommença à espérer. Elle appela leur fils pour reporter toute décision concernant leur départ. Au matin du 4e jour, Harold annonça simplement. « Je vais pêcher. » Martha sut alors qu'il cherchait des réponses. Depuis toujours, Harold disait qu'il réfléchissait mieux avec une ligne dans l'eau. Il emprunta le vieux pick-up de Frank et partit avant l'aube. Mais au lieu de se rendre à son étang habituel, il prit la route cahoteuse qui menait vers ce qui restait de leur cabane là où tout avait commencé, et où, peut-être, quelque chose de nouveau pouvait renaître. Sous le dernier virage, Harold fut surpris de distinguer une silhouette frêle parmi les décombres. Un jeune garçon, penché sur le sol, triait méthodiquement les débris en petits tas distincts. La lumière du matin se reflétait sur le métal de sa pelle. Quand Elia leva les yeux, la surprise laissa place à une détermination calme, presque farouche. Il se redressa, tenant fermement son outil, tandis que le vieux Harold s'approchait, incrédule. « Que fais-tu ici, gamin » demanda-t-il, d'un ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. « Je nettoie le site » répondit simplement Elia sans lever les yeux. « Je trie ce qu'on peut encore utiliser. » Sous le regard d'Harold, le garçon poursuivit son travail, il séparait les planches réutilisables des morceaux brisés, empilait les briques intactes d'un côté, les ferrures et clous récupérables de l'autre. Malgré sa taille menue, il avançait avec une efficacité méthodique qui força le respect. « Tes parents savent que tu es ici » Elia hocha la tête. « Maman m'a préparé un déjeuner. » Harold resta debout, maladroit, se sentant inutile face à tant de simplicité et de résolution. Finalement, il enfila une paire de gants trouvés sur une boîte à outils. « Ces pierres de fondation sont trop lourdes pour toi, dit-il d'une voix bourrue. Je vais m'en charger. » Ils travaillèrent côte à côte tout le matin, sans presque un mot. Harold observait la concentration du garçon, son sens de l'ordre, sa manière réfléchie de redonner forme à ce chaos. Ce n'était pas le caprice d'un enfant, mais le projet d'un esprit déjà mûr. Vers midi, Elia déballa 2 sandwichs soigneusement emballés et en tendit un à Harold. Assis sur une poutre tombée, ils regardèrent ensemble la vallée qui s'étendait sous eux, baignée d'une lumière dorée. « Pourquoi fais-tu tout cela » demanda enfin Harold. « Tu nous connais à peine. » Elia prit un instant avant de répondre, le regard fixé sur les montagnes. « Mon grand-père disait toujours, nous ne faisons qu'emprunter la montagne les uns aux autres. Quand quelqu'un a besoin d'aide, tu l'aides. C'est comme ça qu'on survit ici. » Harold contempla le profil du garçon, et reconnut en lui quelque chose d'ancien, une sagesse héritée de générations, un lien viscéral avec la terre. « J'ai 80 ans, murmura-t-il. Même si on reconstruit, Martha et moi n'aurons plus beaucoup d'années à vivre ici. Alors il faut que ces années soient belles, répondit simplement Elia. Après le repas, Harold aida le garçon à dégager la partie où la nouvelle fondation commencerait. Elia expliquait calmement ses plans, comment la cabane serait orientée pour capter le soleil du matin, comment la pente du toit éviterait l'accumulation de neige, comment la véranda offrirait la même vue qu'avant, mais avec des marches plus larges et plus sûres. L'après-midi s'étira. Des camions commencèrent à arriver un à un, James Murphy et 2 hommes de l'église, Frank Johnson, puis le pasteur Williams. Il apportait des outils, des planches récupérées, et surtout leur volonté d'aider. Nul grand discours, pas de cérémonie, ils venaient simplement, poser leurs affaires et demandaient « Où commence-t-on » Harold se retrouva, presque malgré lui, à donner des directives. Il indiquait l'emplacement des anciens murs porteurs, expliquait les caprices du terrain. Pour la première fois depuis la tempête, il sentit à nouveau un but redresser ses épaules fatiguées. Au coucher du soleil, le terrain était dégagé, les limites de la future cabane tracées à la corde. Un coin du tracé recouvrait une partie de l'ancienne fondation et l'idée d'Elia, pour relier l'ancien et le nouveau. « Tu ne t'engages à rien », précisa James en rangeant ses outils. « On dégage juste le terrain, au cas où tu voudrais continuer. » Harold hocha la tête, contemplant la terre nue marquée de ficelles. Dans la lumière déclinante, il lui sembla voir le fantôme de leur ancienne maison, superposé à la promesse de la nouvelle. Quand les autres s'en allèrent, Elia resta,
plaçant avec soin une pierre plate à l'angle où se rejoignaient les deux fondations. « Qu'est-ce que c'est » demanda Harold. « La première pierre » répondit Elia. « Autrefois, on mettait une pièce dessous, pour la chance et l'amour. » Harold plongea la main dans sa poche et en sortit une pièce commémorative de la guerre de Corée qu'il gardait depuis des décennies. Sans réfléchir, il s'agenouilla et la glissa sous la pierre pendant qu'Elia la maintenait. « Voilà, » dit Harold d'une voix rauque. « Maintenant, c'est officiel. » Le sourire du garçon, éclatant dans la pénombre, lui répondit comme une promesse silencieuse. Ensemble, ils restèrent un moment à contempler la pierre solitaire, modeste début d'une œuvre immense. Quand Harold rentra chez les Johnson ce soir-là, Martha n'eut besoin d'aucune explication. En voyant son visage, elle comprit, la décision était prise. Pas par des mots, mais par une pierre posée et par un garçon qui regardait non pas ce qui était perdu, mais ce qui pouvait renaître. Très vite, la nouvelle se répandit dans la montagne. Ce qui n'était au départ que le rêve insensé d'un enfant devint une mission collective. James Murphy afficha une simple feuille sur le panneau du magasin général. Cabane verte bénévole pour la reconstruction recherchée. En moins d'une semaine, la liste débordait de noms. Louise Johnson dut établir un véritable planning sur son ordinateur, avec des créneaux horaires et des équipes. La feuille imprimée trônait désormais dans sa cuisine, symbole d'un mouvement plus vaste que tous. « Je ne m'attendais pas à ça », murmura Martha en lisant la liste. « Certains sont des voisins proches, d'autres à peine des connaissances, et il y a même des gens venus d'autres vallées. » « Les montagnards prennent soin des leurs », répondit Louise en ajoutant un nom à l'équipe du samedi. Ils l'ont toujours fait. Le premier samedi officiel, Harold arriva à l'aube. James était déjà là, son camion chargé de bois flambant neuf. « Je croyais qu'on allait utiliser les planches récupérées, » dit Harold, étonné. « Henderson nous a donné ça, » expliqua James. « Il dit qu'il te devait une faveur. Tu as tiré son petit-fils du ruisseau Miller pendant l'inondation de 98. » Harold resta interdit. C'était il y a 27 ans. James sourit. La mémoire des montagnes est longue. Bientôt, le chantier fourmillait de vie. Des hommes qu'Harold connaissait depuis toujours travaillaient aux côtés de jeunes qu'il ne reconnaissait même pas. Les femmes apportaient des glacières pleines de nourriture, des boissons fraîches, des gâteaux faits maison. Le pasteur Williams dressa un abri de toile, sous lequel Martha coordonnait les tâches avec l'énergie retrouvée de ses jeunes années. Elia circulait partout, plan à la main, répondant aux questions, montrant comment ajuster un angle ou aligner une poutre. Sa voix était calme, assurée. Malgré son âge, c'était lui le cœur de ce chantier. Harold, quant à lui, fut affecté à la mise en place des fondations avec Bill Cooper, un entrepreneur à la retraite installé dans la région depuis 5 ans. Ensemble, ils discutaient des meilleurs matériaux isolants pendant qu'ils alignaient les repères au cordeau. « C'est un sacré plan », dit Cooper en consultant les croquis d'Elia. « À ta place, je ne changerais rien. » Harold sentit une chaleur étrange lui envahir la poitrine, de la fierté, peut-être, ou quelque chose de plus ancien, plus profond. À midi, les tranchées étaient creusées, les cadres prêts à recevoir le béton. L'ambiance évoquait les anciens barn raising d'autrefois, du travail dur, mais ponctué de rires, d'anecdotes et de taquineries. Martha supervisait la table du déjeuner, distribuant les assiettes avec l'autorité d'une femme qui avait jadis élevé 5 enfants et dirigé une maison entière. En la regardant, Harold aperçut des reflets du passé, la femme intrépide qu'elle avait été avant que la fatigue et la douleur ne s'installent. « Ton petit-fils est un sacré architecte », lança Bill Cooper en désignant Elia d'un signe de tête. Harold s'apprêta à corriger un nom, ce n'était pas son petit-fils puis il se tut. Le lien entre eux dépassait les mots, défiait les définitions. « Oui », répondit-il simplement. « Oui, il l'est. » Au fil de l'après-midi, tandis que les ombres s'allongeaient sur la vallée, le béton fut versé dans les coffrages des fondations. C'était un moment symbolique, célébré avec de simples joies, des bières fraîches pour les adultes, du soda pour les adolescents, et pour Elia, une tasse de café que Harold lui tendit solennellement. « À des débuts solides », déclara Harold en levant sa tasse. Le sourire d'Elia, rare et sincère, illumina soudain son visage sérieux. « Oui, monsieur », répondit-il doucement. James s'approcha alors que les ouvriers commençaient à ranger les outils de la journée. « Nous avons des équipes prévues chaque week-end, dit-il à Harold. Et quelques soirs en semaine. À ce rythme, la charpente pourrait être montée d'ici 2 semaines. Je veux faire plus que superviser, répliqua Harold, la voix un peu âpre. Ses mains fonctionnent encore,
même si elles sont plus lentes. James observa le vieil homme avec une réflexion bienveillante. En fait, il y aurait bien quelque chose, concéda-t-il. Plusieurs de ces jeunes n'ont jamais construit quoi que ce soit de sérieux. Ils sont pleins d'énergie, mais inexpérimentés. Ils auraient besoin de conseils sur les assemblages traditionnels, surtout pour les poutres porteuses. Harold se redressa, comprenant que cette proposition n'était pas un geste de pitié, mais un hommage à son savoir. Je pourrais organiser quelques démonstrations, proposa-t-il. Leur montrer comment on construisait avant que tout ne soit préfabriqué. Ce serait inestimable, approuva James. Quand les bénévoles quittèrent le chantier, Harold resta un moment, observant Elia qui vérifiait encore les mesures avant le coucher du soleil. Le garçon se déplaçait avec la précision concentrée d'un adulte, vérifiant son travail 2 fois, notant soigneusement ses observations dans un carnet usé. « C'est toi qui as commencé tout ça », dit Harold quand ils furent seuls. « Ce projet impossible. » Elia leva les yeux, plissant les paupières face à la lumière dorée du soir. « Pas impossible, corrigea-t-il calmement. Seulement difficile. Et il y a une différence. »« Laquelle ?» demanda Harold, intrigué. « Impossible, c'est quand on ne tente rien. Difficile, c'est quand on essaie plus fort. » Harold laissa échapper un petit rire grave, un son qu'il ne reconnaissait presque plus comme le sien. « Quand es-tu devenu si sage, gamin ?» Elia haussa modestement les épaules. « Mon père dit que je suis né avec une vieille âme. » Harold contempla le chantier, le béton prenait forme, le bois était empilé, les outils alignés pour le lendemain. Il sentit renaître en lui quelque chose qu'il n'avait plus éprouvé depuis la tempête, de l'anticipation. Non pas seulement pour la cabane achevée, mais pour le travail du lendemain, pour l'apprentissage partagé, pour la joie simple de bâtir de ses mains. En rejoignant la camionnette de James, Harold remarqua la feuille d'inscription que tenait Elia, une liste de noms, d'horaires et de compétences, un résumé de toute une communauté sur une seule page. « Je peux » demanda-t-il. Elia lui remit la feuille, froissée et tachée par une journée d'aller-retour. Certains noms, Harold les connaissait depuis toujours. D'autres étaient de parfaits inconnus. Mais ensemble, ils formaient quelque chose de rare et de précieux, une promesse. Celle d'un village uni, génération contre génération, pour reconstruire ce qui avait été perdu. Dans la cuisine des Johnson, le cœur de l'organisation battait fort. Pendant que les hommes transportaient le bois et coulaient le béton, les femmes se réunissaient autour de la grande table en chêne usée de Louise pour planifier repas, garde d'enfants et 100 autres détails indispensables au bon déroulement du chantier. Au centre de ce petit quartier général domestique siégeait Martha, un vieux carnet de recettes ouvert devant elle. Sa couverture de cuir était craquelée par le temps, ses pages tachées, cornées, marquées par des décennies d'usage. Certaines recettes portaient l'écriture de sa mère, d'autres la sienne, une véritable lignée culinaire, transmise de génération en génération. Nous devrons nourrir au moins 20 personnes samedi, calcula Louise en consultant le planning des bénévoles, sans compter ceux qui viendront à l'improviste. Ma grand-mère faisait un ragoût de bœuf qui pouvait nourrir une armée, répondit Martha en feuilletant son carnet. Et il est encore meilleur quand il mijote toute la journée sur le coin du poêle. Sarah Murphy se pencha pour examiner la recette. C'est celui dont Harold ne cesse de parler, avec l'ingrédient secret ? Un léger sourire effleura le visage de Martha. Du café fort, confia-t-elle. Un quart de tasse. Ça donne de la profondeur au goût. Bientôt, les autres femmes se mirent à partager leurs propres recettes, des plats qui avaient réchauffé les familles montagnardes pendant les hivers les plus durs, ou accompagné les fêtes les plus joyeuses. Martha, surprise, se retrouva soudain au centre de cette transmission culinaire. Ces années passées à nourrir des équipes de bûcherons ou des ouvriers agricoles redevenaient précieuses. Note celle-là, s'exclama Beth Collins, la plus jeune du groupe, 23 ans à peine. Personne ne fait plus de biscuits comme ça. Martha hésita, puis déchira soigneusement la page du carnet pour la tendre à Beth. Les recettes de famille doivent vivre, dit-elle simplement. Pas dormir dans des livres. Ce petit geste ouvrit les vannes. Très vite, les pages et les idées s'échangèrent d'une génération à l'autre, les méthodes traditionnelles de Martha s'enrichissaient des astuces modernes des plus jeunes. Ces mesures précises côtoyaient leurs improvisations libres. Ensemble, elles construisaient quelque chose de plus grand qu'un simple repas, un pont entre les âges. Le samedi matin, Martha arriva tôt sur le site. Elle supervisa l'installation de 3 tables pliantes sous un grand auvent. Les femmes s'activaient harmonieusement, elles disposaient les glacières de boissons,
les plateaux de sandwich pour le déjeuner, et les lourdes marmites en fonte contenant le ragoût, qui mijoteraient doucement jusqu'au repas du soir. De là, Martha observait l'avancement du chantier. Les fondations étaient terminées, les solives posées, le plancher installé. Aujourd'hui, la cabane allait s'élever, les murs prenaient forme. Son regard trouva Harold, debout parmi les jeunes travailleurs, leur montrant l'angle exact d'une coupe structurelle. Ses mains, si souvent immobiles ces dernières semaines, retrouvaient leur assurance d'autrefois. Les jeunes hommes l'écoutaient avec une attention sincère, respectant sa maîtrise. Il est dans son élément, fit remarquer Louise, qui venait de la rejoindre. Je ne l'ai pas vu aussi vivant depuis des années, répondit Martha, émue. Plus tard, elle aperçut Elia allant d'un groupe à l'autre, vérifiant les mesures sur ses plans, suggérant calmement des ajustements. Malgré son jeune âge, il dégageait une autorité naturelle, fondée non sur la force, mais sur la compétence et la clarté. Quand l'heure du déjeuner arriva, les ouvriers vinrent par vagues vers les tables dressées. Ils remplirent leurs assiettes de sandwich, de salade de pommes de terre et du ragoût de Martha, dont l'odeur riche se mêlait au parfum du bois fraîchement scié. Elia attendit la fin, comme toujours, avant d'approcher. « Te voilà enfin » dit Martha en lui servant une assiette bien garnie. « Il faut reprendre des forces. »« Merci, Madame Green » répondit-il avec un sourire timide. « Appelle-moi Martha » corrigea-t-elle. « Tous ceux qui rebâtissent ma maison ont droit à mon prénom. » Tandis qu'il mangeait, Martha l'observa avec une tendresse discrète. « Tu es trop mince » décréta-t-elle. « Et beaucoup trop sérieux pour ton âge. » Elia baissa la tête, gênée. « Tu sais cuisiner » demanda-t-elle soudain. « Non, madame, enfin, Martha, admit-il. Maman dit que je suis désespérant, sauf pour les hot-dogs au feu de camp. » Martha hocha la tête avec conviction. « Alors je vais t'apprendre. Chaque homme devrait savoir se nourrir correctement. On commencera par quelque chose de simple, des biscuits, peut-être. » La surprise traversa les yeux du garçon, suivie d'un éclair d'intérêt. « J'aimerais beaucoup, dit-il doucement. » L'après-midi fut rythmé par le son des marteaux. Les murs prenaient forme, dressant peu à peu les contours d'un foyer à renaître. Martha servit son ragoût fumant aux travailleurs reconnaissants, acceptant leurs compliments avec la modestie d'une femme pour qui nourrir les autres était une seconde nature. En fin de journée, alors que la lumière dorée glissait sur les nouvelles structures, elle aperçut Elia, seul, examinant une paroi fraîchement montée. Il posait sa main sur le bois comme s'il écoutait son cœur battre. Martha s'arrêta un instant pour le regarder, sentant monter en elle un mélange de fierté et de gratitude. Le chantier n'était plus seulement une reconstruction matérielle. C'était une résurrection silencieuse, celle d'une communauté, d'une transmission, et d'une espérance retrouvée. Et dans la douceur du soir, le murmure des outils s'était tu, remplacé par quelque chose de plus profond, le sentiment que, malgré les pertes, la vie continuait de bâtir, patiemment, un avenir solide. Le vent d'altitude faisait frissonner la vallée tandis que Martha observait Harold ajuster méticuleusement un angle sur les nouvelles fondations. « Tout va bien » demanda-t-elle. « Je veux juste m'assurer que l'angle soit correct pour les vents d'hiver » répondit-il. « Ton ancienne cabane encaissait toujours le gros des tempêtes venues du nord-ouest. » Martha le regarda, touchée par cette attention presque instinctive qu'il portait aux humeurs de la montagne. « Tu remarques des choses que les autres ne voient pas » dit-elle doucement. Elia, non loin de là, leva la tête. « Mon père dit que je suis né avec des yeux qui voient ce qui pourrait être, pas seulement ce qui est. » Ces mots firent naître un sourire chez Martha. Elle pensa à son vieux cahier de recettes, ce livre de savoir transmis de mère en fille depuis 3 générations. Il était temps, pensa-t-elle, de transmettre à son tour. Mercredi, lança-t-elle soudain, passe chez les Johnson après l'école. Première leçon de cuisine. Tandis que les ouvriers rangeaient les outils et sécurisaient le chantier contre les rafales du soir, elle observa Harold faire lentement le tour du terrain. Sa démarche semblait plus légère, son dos moins voûté. Le chantier, se dit-elle, guérissait en lui quelque chose que la médecine n'avait jamais su réparer. Plus tard, alors qu'elle additionnait les dépenses de la journée dans un carnet de comptes aux chiffres de plus en plus maigres, elle sentit 2 mains chaudes se poser sur ses épaules. « Merci » murmura Harold. « Pourquoi donc ? » « Pour les avoir nourris, et pour avoir fait de tout cela quelque chose qui ressemble à une communauté, pas à de la charité. » Martha posa sa main sur la sienne. « Ce garçon, dit-elle dans un souffle, il a quelque chose de spécial. » « Oui, » répondit Harold. «
Il voit déjà la cabane qui n'existe pas encore. Comme toi, il y a 60 ans, quand tu as vu un foyer sur cette montagne alors que je n'y voyais que de la forêt. Devant eux, le squelette de bois de la nouvelle maison se dressait contre le ciel des montagnes, ses poutres dessinant des pièces encore imaginaires, des murs encore faits de rêves. 3 semaines après le début des travaux, l'équipe de bénévoles avait trouvé son rythme. Les week-ends, le terrain grouillait d'activités, les soirs de semaine, de petites équipes spécialisées prenaient le relais. Un mardi, Harold arriva plus tôt que d'habitude, un grand sac de toile à la main, d'où s'échappait le tintement discret du métal. Il trouva Elia seul sur le site, vérifiant pour la 3e fois l'alignement des montants avec un niveau et un fil à plomb. « Bonsoir », lança Harold. « Je me doutais que je te trouverais ici. » Le garçon releva la tête, esquissant un léger sourire. « Je veux m'assurer que tout soit parfaitement d'équerre avant que les fermes du toit n'arrivent demain. » Harold approuva d'un signe de tête, admirant sa rigueur. « J'ai apporté quelque chose, dit-il en ouvrant le sac. » À l'intérieur, Elia découvrit un ensemble de charnières ternies, de poignées en laiton et de loquets en fer forgé, tous patinés par le temps. Il les prit dans ses mains, les tournant lentement à la lumière du crépuscule. « Ces charnières viennent de l'ancienne cabane ?» demanda-t-il. « Certaines, oui », répondit Harold. « D'autres, je les ai ramassées au fil des ans pour remplacer les plus usées. Du bon métal. On n'en fait plus comme ça. » Elia caressa une charnière du pouce. « On pourrait les restaurer et les réutiliser. » « C'est bien ce que je pensais, » acquiesça Harold. « Elles doivent servir, » insista Elia. « C'est ta maison. Elles ont leur place ici. » Harold le regarda longuement. Dans la voix du garçon résonnait une compréhension rare, celle du poids symbolique des objets, de la mémoire qu'ils transportent bien au-delà de leur utilité. Au fil du soir, d'autres bénévoles arrivèrent. Bill Cooper apporta du bois récupéré pour les moulures intérieures. Le pasteur Williams livra plusieurs fenêtres données par une église en rénovation. James Murphy arriva avec le fournisseur de bois pour discuter de la prochaine livraison de ferme de toit. « Il faut prendre une décision », annonça James en déroulant les plans d'Elia sur une table improvisée. Les fermes standards seraient plus rapides et moins chères, mais elles limiteraient la hauteur sous plafond. Les personnalisées offriraient une voûte plus haute dans la pièce principale, mais elles ajouteraient environ $2000 au coût total. Harold fronça les sourcils. Le budget est déjà à la limite. L'ancienne cabane avait des plafonds à 2,40 m, rappela Bill. Et ça a très bien tenu 60 ans. Mais le nouveau plan prévoit un plafond voûté, intervint doucement Elia. Meilleure circulation d'air l'été, meilleure répartition de la chaleur l'hiver. Harold sentit la déception du garçon. Ce détail comptait pour lui. Et si on les construisait à la main ? Proposa James. Comme à l'époque. Plus de travail, mais pas plus de dépenses. Je n'ai pas taillé de chevron à la main depuis 30 ans, murmura Harold. Je ne l'ai jamais fait, admit James. Moi, j'en ai lu la théorie, dit Elia. Dans les livres de charpente de mon grand-père. Les hommes échangèrent un regard. La théorie ne suffisait pas toujours sur un toit. Je peux vous montrer, dit Harold soudain. Avant les fermes préfabriquées, on faisait tout à la main. C'est plus long, mais plus solide et bien plus beau. La décision fut prise, Harold dirigerait une équipe pour charpenter le toit à l'ancienne, Elia comme apprenti à ses côtés. Ce soir-là, après le départ des bénévoles, les deux restèrent assis sur une pile de planches, nettoyant le vieux métal dans un mélange de vinaigre et de sel. Mon grand-père avait ses outils, dit Elia, frottant une charnière jusqu'à lui rendre son éclat doré. D'où venait-il ? Demanda Harold. De Norvège. Il construisait des bateaux avant d'émigrer en Amérique. Harold hocha la tête. Il n'était pas surpris. Cette précision dans les gestes, cette humilité face aux matériaux, c'étaient des héritages de famille. « Tu as toujours voulu construire des choses ?» demanda-t-il. Elia réfléchit longuement. « J'aime fabriquer quelque chose d'utile », répondit-il enfin. « Quelque chose qui dure. » Quand la dernière pièce fut polie, Harold les rangea dans une boîte de bois qu'il avait construite spécialement pour les protéger. « On les utilisera toutes », promit-il. L'ancien qui rejoint le neuf. « C'est comme ça que ça doit être », dit Elia avec un sourire satisfait. En marchant vers leur véhicule, Harold remarqua qu'Elia s'était arrêté devant l'encadrement de porte, contemplant le vide. « Un problème ? demanda-t-il. « Non », répondit le garçon.
Ces charnières sont plus lourdes que celles d'aujourd'hui. Il faudra renforcer le dormant. Harold éclata de rire. Tu ne laisses rien passer, hein? Mon père dit que je réfléchis trop. Non, corrigea Harold, tu es simplement minutieux. Ce n'est pas la même chose. Sur le trajet du retour, la boîte de charnière posée sur le siège à côté de lui, Harold repensa aux mois écoulés. Il y a peu, il s'était résigné à quitter la montagne, convaincu que ses compétences appartenaient à un autre temps. Mais chaque journée passée sur le chantier lui rendait un peu de cette vitalité qu'il croyait perdue, transmettre un savoir, voir son expérience respectée, mêler les méthodes d'hier à celles d'aujourd'hui. La cabane qui s'élevait sur les ruines de l'ancienne ne serait pas la même. Elle serait meilleure, non pas malgré la fusion du passé et du présent, mais grâce à elle. À plusieurs kilomètres de là, dans un bâtiment administratif à l'éclairage cru, Madame Donovan, la directrice du lycée, rangeait méthodiquement un dossier sur son bureau. Les murs beiges étaient décorés de citations inspirantes et de certificats encadrés avec une précision géométrique. « Madame Murphy, merci d'être venue, dit-elle d'un ton neutre. Sarah Murphy hocha la tête, les mains jointes sur ses genoux. Votre message semblait urgent. Il l'est, répondit la directrice en ouvrant le dossier. Elia a manqué 11 jours d'école ce mois-ci. En ajoutant les arrivées tardives et les départs anticipés, il frôle la limite légale d'absence non justifiée. Sarah se redressa. Toutes ces absences étaient excusées. J'ai écrit les notes moi-même. Je le sais, admit la directrice, mais elles concernent des projets familiaux et du bénévolat communautaire. J'admire vos valeurs, mais l'éducation doit passer avant tout. L'éducation d'Elia ne souffre pas, répliqua Sarah. Ses notes sont excellentes. Pour l'instant, concéda la directrice. Mais ses habitudes se répercutent sur l'avenir. Les universités examinent attentivement les dossiers d'assiduité. Sarah sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait enseigné elle-même à son fils pendant des années avant de le confier à l'école publique, espérant qu'il apprendrait à vivre en société. Pour elle, l'apprentissage ne se limitait pas à une salle de classe, il se trouvait dans les gestes, dans la vie, dans la transmission. La construction de la cabane est éducative, insista-t-elle. Elia applique les mathématiques, la physique, les principes architecturaux. Je n'en doute pas, interrompit la directrice. Mais il existe des programmes, des normes, un cadre. La rencontre se termina sur un avertissement, d'autres absences entraîneraient une mesure disciplinaire. En sortant, Sarah tenait le dossier serré contre elle, comme une preuve à défendre. Ce soir-là, pendant le dîner, elle raconta la scène à James et à leur fille Emma. La chaise d'Elia resta vide, il travaillait encore avec Harold sur les chevrons du toit. Peut-être qu'elle n'a pas tort, admit James. Elia passe tout son temps là-bas, même les week-ends. C'est toi qui l'as encouragé, rappela Sarah. Je ne pensais pas que ça prendrait toute sa vie, répondit-il avec un soupir. Ni que ça empiéterait sur son école. Elle baissa les yeux vers les mains calleuses de son mari, marquées comme celles de leur fils. Ils étaient pareils, des bâtisseurs, des rêveurs. Peut-être, pensa-t-elle, que certaines leçons valent plus qu'un bulletin scolaire. La conversation se prolongeait encore lorsque des phares balayèrent les fenêtres du salon. C'était Ellie qui rentrait. Il entra discrètement, couvert de poussière, les vêtements marqués par la journée, mais le visage traversé d'une satisfaction tranquille. Le voilà, annonça James en désignant l'assiette qu'ils avaient gardée au chaud. Le maître constructeur. Ellie esquissa un sourire fatigué avant d'aller se laver les mains. Alors, le toit, demanda Emma. Bien avancé, répondit-il. Monsieur Green m'a appris à tailler des assemblages en bec d'oiseau pour les chevrons. Il dit que ça tiendra 100 ans. James et Sarah échangèrent un regard discret. Fils, commença James avec précaution, ton directeur a appelé aujourd'hui. La fourchette d'Ellie s'immobilisa à mi-chemin. Tu as manqué beaucoup de cours, ajouta Sarah. Je n'ai pris aucun retard, protesta Théil. J'ai fait tous mes devoirs. Ce n'est pas qu'une question de devoir, expliqua James. Il faut être présent, participer, faire partie de la classe. Ellie posa sa fourchette. La cabane doit être terminée avant l'hiver. Il reste moins de 2 mois avant les premières neiges. Ton éducation passe avant tout, insista son père. Mais c'est ça, l'éducation. S'emporta Ellie, la voix tremblante. Monsieur Green m'apprend des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. De vraies compétences,
des savoirs utiles. Sarah tenta de calmer la tension. Ellie, chérie. Mais il la coupa, submergé par l'émotion. S'ils ne terminent pas, ils perdront tout. Tout ce qu'ils ont bâti toute leur vie. Le ton de sa voix fit taire ses parents. Ce n'était plus un simple projet, c'était une mission. Pour lui, cette cabane représentait plus qu'un abri, c'était un symbole de dignité, de transmission, de ce qui ne doit pas disparaître. Un coup frappé à la porte interrompit le silence. James se leva, sur le perron se tenait Harold Green, son chapeau à la main. « Désolé de troubler le dîner, dit-il. J'ai oublié quelques outils dans le sac d'Ellie. J'en aurai besoin demain matin. » Il perçut la tension dans la pièce. « Tout va bien ?» demanda-t-il. James soupira. L'école s'inquiète de ses absences. Le chantier prend trop de place. Ah, je vois, répondit Harold avec compréhension. Justement, je venais parler d'un compromis. Invité à entrer, il exposa son idée, Ellie reprendrait les cours à temps plein, sans aucune absence. En échange, Harold se rendrait 2 fois par semaine à l'école, pendant la période d'études du garçon, pour continuer à lui enseigner les aspects techniques de la construction pas sur le chantier, mais à travers plans, calculs et maquettes. Nous transformerons le projet en étude indépendante, dit-il. J'en ai parlé à la directrice, elle est d'accord, à condition qu'il y ait un cadre pédagogique clair. Les Murphy restèrent bouche bée. Cet homme, qu'ils croyaient réfractaire aux formalités, s'était montré d'une rigueur et d'une prévoyance inattendues. « Vous avez fait tout ça pour lui ?» demanda Sarah, émue. Harold posa un regard attendri sur Ellie. « Ce garçon a déjà fait beaucoup pour moi. C'est juste retour des choses. » Quand Harold repartit, James trouva son fils installé à la table de la cuisine, ses cahiers ouverts devant lui. « C'était quelque chose » souffla-t-il. « Harold s'est vraiment battu pour toi. » Ellie leva la tête, un léger sourire aux lèvres. « Il comprend pourquoi c'est important. »« Et toi, tu lui as fait forte impression » répondit James. Je n'avais jamais vu d'attestation d'absence aussi bien rédigée. Ils regardèrent ensemble la pile de billets justificatifs, l'écriture appliquée de Harold y expliquait la valeur éducative des techniques de charpente traditionnelles. Son ton formel, son vocabulaire précis révélait un homme cultivé, un pédagogue caché derrière l'apparence rude d'un vieux bâtisseur. Quelques jours plus tard, le vent s'intensifia. La grande feuille du plan, posée sur la table de fortune, se soulevait sous les bourrasques. Ellie la rattrapa in extremis, le papier tremblant sous ses doigts. Le temps change, observa James. L'ouest s'assombrit. L'hiver sera en avance cette année. Octobre s'était installé brutalement, apportant ses premières neiges sur les cimes. Ce qui paraissait autrefois un calendrier confortable devenait soudain une course contre la montre. Les bénévoles arrivèrent pour la séance de travail du week-end. Harold déplia le plan, abîmé par les semaines de manipulation, coins écornés, lignes effacées, annotations multiples, taches de café comme des reliefs sur une carte. « Il faut prioriser » déclara-t-il. « Le toit et les murs extérieurs avant tout. » Bill Cooper fronça les sourcils. « Il faut encore 2 ou 3 week-ends pour ça. Et la météo annonce de la neige jeudi. » Un murmure inquiet parcourut le groupe. En montagne, la neige n'arrivait pas avec douceur. Elle s'abattait comme un décret. « On peut le faire en un seul week-end » dit Ellie d'une voix calme. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Si on n'a plus de monde, poursuivit-il, et qu'on répartit bien les tâches. Certains au chevron, d'autres au mur. On peut travailler plus longtemps. » James secoua la tête. « Les gens ont des obligations, fiston. Famille, travail. Et l'église a son festival de la récolte le week-end prochain, ajouta le pasteur Williams. Beaucoup seront pris. » Harold observa le visage du garçon, la déception s'y mêlait à une obstination farouche. Cet enfant de 12 ans portait sur ses épaules une responsabilité qui dépassait son âge. Et voilà que la nature elle-même menaçait ses efforts. « Et si on modifiait la stratégie ?» proposa Harold en glissant un doigt sur le plan. « On pourrait fermer la structure, même sans finition. L'essentiel est de bloquer la neige. On travaillera l'intérieur tout l'hiver. » Ellie réfléchit, recalculant mentalement chaque étape. « D'accord. On change l'ordre. L'étanchéité d'abord. » Le groupe se resserra autour du plan. Ellie redessina les séquences, simplifia les assemblages,
nota des solutions temporaires, des alternatives de fortune. L'élégance initiale du projet s'effaçait devant la nécessité, mais il s'adaptait avec une lucidité d'adulte. À la tombée du jour, le nouveau plan prenait vie. Les bénévoles étaient redistribués, les livraisons réorganisées. Les priorités avaient changé, il ne s'agissait plus de bâtir beau, mais de bâtir solide, vite, et juste. Quand la lumière déclina, Harold trouva Ellie assis sur ce qui deviendrait le porche. Il griffonnait encore à la lueur d'une lampe de poche, le plan froissé sur les genoux. « Tu devrais rentrer, » dit Harold. « Il fait froid. »« J'ai presque fini les ajustements pour demain, » répondit le garçon sans lever les yeux. Harold s'assit à côté de lui, ses genoux craquant sous l'effort. « Les plans changent, » murmura-t-il. « La nature s'en charge toujours. »« Je sais, » répondit Ellie d'une voix serrée. « Mais j'ai promis de vous rendre votre maison avant la première neige. »« La maison, c'est une notion relative, » fit remarquer Harold. « En ce moment, la nôtre, c'est la chambre d'amis des Johnson. Avant, c'était une cabane qu'il nous a fallu 30 ans pour appeler chez nous. Quand Martha et moi nous sommes mariés, on a vécu 2 mois dans une tente, exactement ici. » Ellie leva la tête, stupéfait. « Une tente ? Avec les murs en toile ? Et un sol en terre, » confirma Harold en riant. Martha avait même suspendu des rideaux à l'intérieur. Elle disait que ça rendait le provisoire un peu plus permanent. Le visage d'Ellie s'adoucit. « Tu n'avais pas peur de la neige ? » ?»« Si, terrifié. La première giboulée a failli nous faire redescendre chez ses parents. Mais on a tenu. On a fini la première pièce juste avant les gros flocons. » Un silence paisible s'installa. Le vent s'infiltrait entre les planches, murmurant comme une promesse. Le plan n'était pas parfait à l'époque non plus, poursuivit Harold. Il a fallu improviser, manque de matériaux, erreur de calcul, et surtout les suggestions de Martha, ajouta-t-il avec un sourire tendre. Ellie contempla le plan abîmé. Ses taches, ses corrections, ses marques de doigts n'étaient plus des défauts, mais les cicatrices d'une œuvre vivante. « C'est toujours un bon dessin, » affirma Harold. « Il évolue, c'est tout. » Un flocon se posa sur la feuille, puis un autre. Ellie les regarda fondre, traçant des auréoles d'eau sur le papier. « Il faut le rentrer, » dit-il en pliant le plan humide. « Trop tard pour ça, » répondit Harold avec un sourire en coin. Mais ça ne le rend pas moins précieux. Ils marchèrent ensemble jusqu'à leur véhicule. La neige tombait désormais sans interruption, pas encore la tempête, mais déjà l'annonce du vrai hiver. Harold se retourna, la cabane se dressait, fragile squelette découpé sur le ciel sombre. « Elle tiendra, » déclara Ellie, devinant sa pensée. « Peut-être pas exactement comme prévu, mais elle tiendra. » Harold hocha la tête. Dans cette phrase, il entendit quelque chose de plus profond qu'une simple remarque de chantier, la reconnaissance que les structures les plus durables ne sont pas celles qui suivent le plan initial, mais celles qui savent plier sans rompre. Quelques semaines plus tard, le toit était posé. De larges plaques de métal vert sombre reflétaient les rares rayons du soleil de novembre. Malgré les premières neiges, les bénévoles avaient réussi l'impossible, la cabane était close, étanche, prête à abriter les travaux d'hiver. Les fenêtres brillaient sous la lumière pâle, les portes récupérées pendaient sur leurs gonds restaurés, et un petit chauffage au propane ronronnait à l'intérieur. Dans la montagne, la vie reprenait forme. Et pour la première fois depuis longtemps, Harold et Martha pouvaient entrevoir, au-delà du froid et de la perte, la chaleur d'un foyer renaissant, celui qu'un garçon obstiné et un vieil homme fatigué avaient bâti ensemble, plan après plan, geste après geste, flocon après flocon. Le havre des Green et des Murphy. Le vieux poêle à bois que Harold avait récupéré d'un voisin partant à la retraite rendait l'atelier assez chaud pour travailler, même durant les jours les plus froids. Depuis la fenêtre de la cuisine des Johnson, Martha observait son mari monter dans le vieux camion de Frank pour se rendre au chantier. Quelque chose, dans sa manière de se mouvoir, la frappa. Une raideur inhabituelle, un bref rictus de douleur quand il hissa son corps dans le siège passager. « Il se pousse trop loin », murmura-t-elle. Louise, qui préparait le café, la rejoignit à la fenêtre. À son âge, les hommes devraient jouer aux dames au magasin général, pas monter des charpentes. Martha soupira doucement. Essaie donc de le lui dire. Les deux femmes passèrent la matinée à préparer des repas pour les bénévoles du week-end. Pourtant, les pensées de Martha restaient accrochées à Harold. À 60 ans, ils avaient parlé de ralentir. À 70,
ils avaient fait quelques concessions symboliques, une rampe ici, un tabouret là. À 80 ans, ils avaient trouvé un rythme prudent, acceptant leurs limites tout en restant indépendants. Mais à présent, Harold semblait vouloir remonter le temps. Il s'était remis à manier des poutres et des pierres que même des hommes de 50 ans manipulaient avec prudence. Peu après midi, le téléphone sonna. Louise décrocha, et son visage se tendit. « C'est Frank. Harold a des douleurs à la poitrine. » Tout s'enchaîna ensuite dans un tourbillon d'angoisse. La petite communauté de montagne ne possédait qu'une modeste clinique, ouverte 3 jours par semaine, tenue par un simple assistant médical. Frank avait conduit Harold d'urgence jusque-là. On lui administra de la nitroglycérine avant d'organiser un transfert vers l'hôpital régional, à près de 100 km. Le soir venu, Martha se tenait au chevet de son mari. Sur les moniteurs, une ligne verte pulsait calmement au rythme de son cœur. Ce n'était qu'un avertissement, avait dit le médecin, rassurant. Mais un avertissement à ne pas ignorer. Harold, bougon, s'amusait à tourner son bracelet d'hôpital. Tout ce cirque pour rien. Probablement juste une indigestion. Une indigestion ne laisse pas de traces de stress sur un électrocardiogramme, répliqua Martha d'une voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Derrière sa sévérité se cachait la peur, cette peur sourde qu'elle portait depuis 60 ans, la peur de perdre cet homme têtu qu'elle aimait plus que tout. Il me laisse sortir demain, grommela Harold. Je serai de retour sur le chantier l'après-midi. Tu n'y penses pas, trancha Martha. Le docteur a ordonné 2 semaines de repos. 2 semaines. S'exclama-t-il, effondré. Le cadrage intérieur est prévu. Et Elia compte sur moi pour la cheminée. Martha posa doucement sa main sur la sienne. Elia préférera te savoir en vie qu'admirer une cheminée parfaite. Harold détourna le regard vers le plafond. Dans son silence, elle devinait la vraie blessure, non la douleur physique, mais la peur d'être mis à l'écart, d'être devenu inutile. Le lendemain, Martha retourna chez les Johnson pour préparer un sac. Sur le perron, elle trouva Elia assis, le vieux coffre à outils de Harold posé à côté de lui. « Maman m'a parlé de Monsieur Green », dit le garçon en se levant vivement. « Il va bien ?»« Oui », répondit Martha avec un sourire ému. « Le docteur dit que c'est un avertissement. Il doit simplement se reposer. » Elia hocha la tête. « Les gars du chantier m'ont demandé de lui apporter ça, » expliqua-t-il en désignant la boîte. « Pour quand il ira mieux. » Martha reconnut aussitôt le coffre. Harold l'avait fabriqué des décennies plus tôt. Chaque compartiment était taillé sur mesure pour un outil précis. Le couvercle, incrusté de fines essences de bois, formait leurs initiales entremêlées. Elle le croyait perdu dans la tempête. « On l'a retrouvé sous les débris la semaine dernière, » dit Elia. « Je l'ai restauré. J'ai changé les charnières, poncé le bois, et passé une couche de cire. » Martha effleura la surface lisse. Elle sentit la tendresse dans chaque geste de cette restauration. Il sera profondément touché, souffla-t-elle. Mais il n'a pas le droit de reprendre les outils avant un moment. Ce n'est pas pour s'en servir, répondit Elia en ouvrant le couvercle. À la place des marteaux et des tournevis, le coffre contenait désormais des crayons, une règle d'échelle, des gabarits et un compas. Je me suis dit qu'il pourrait travailler sur des plans, expliqua le garçon. Les détails intérieurs, les étagères, le coin lecture dont vous parliez. Les larmes montèrent aux yeux de Martha. Ce garçon de 12 ans comprenait mieux que quiconque ce dont Harold avait besoin, non seulement du repos, mais d'un but. Le week-end suivant, Harold, redressé dans son lit d'hôpital, avait le coffre ouvert sur les genoux. Devant lui, une table pliante couverte de croquis, armoires, moulures, schémas électriques, tout était tracé avec une précision d'artisan. Elia, assis sur la chaise voisine, écoutait religieusement. La courbe doit être parfaite, expliquait Harold. Trop plate, elle paraît faible. Trop prononcée, elle écrase la pièce. Je prendrai des notes pour le dire à l'équipe demain, promit Elia. En voyant le garçon partir, promettant de revenir avec des photos du chantier, Martha remarqua le changement chez son mari. Physiquement diminué, certes, mais intérieurement ranimé. Par la transmission, il retrouvait sa raison d'être. Quand la nuit tomba, Martha rouvrit le coffre. Entre les instruments de dessin, elle découvrit un petit mot, écrit d'une main appliquée. Un bon bâtisseur sait quand laisser les autres porter le poids. Un grand bâtisseur sait comment les guider pendant qu'ils le font. Elle sourit.
C'était une maxime que Harold répétait jadis aux apprentis. La voilà revenue, déposée là par un enfant, pour lui rappeler sa propre sagesse. Décembre enveloppa la montagne d'un silence de neige. Les arbres pliaient sous les flocons, et le monde semblait retenu dans un souffle blanc. Dans la nouvelle cabane, le travail avançait à un rythme régulier. L'isolation était posée, les murs montés, les fils électriques tirés. Le chantier, désormais clos, offrait un abri chaud où la promesse d'un foyer prenait forme. Harold, remis sur pied, visitait le site sous la surveillance vigilante de Martha. Dans ce qui serait leur futur salon, il supervisait la pose de la cheminée en pierre. Les roches venaient du ruisseau bordant leur ancien terrain. Chaque galet poli par l'eau racontait un morceau de leur histoire. La nouvelle cheminée reprenait celle de leur ancienne cabane, mais en mieux, tirage plus efficace, manteau élargi, et un banc de pierre pour retenir la chaleur. Parfait, dit Harold en hochant la tête à Bill Cooper, le maçon. Martha adora ce coin pour se réchauffer les matins d'hiver. Idée d'Elia, répondit Bill en reculant d'un pas. Ce gamin pense à tout. Harold esquissa un sourire empreint de fierté. Depuis sa convalescence, Elia s'était imposé comme un véritable chef d'équipe. Il coordonnait les bénévoles, résolvait les imprévus, et veillait à harmoniser les idées de Harold avec ses propres innovations. Cet après-midi-là, une livraison spéciale arriva, la porte d'entrée. Taillée dans le chêne massif par James Murphy, le père d'Elia, elle portait encore la douce odeur du bois neuf. Alors que les volontaires la transportaient à l'intérieur, Harold remarqua le jeune garçon en retrait, visiblement nerveux. « Quelque chose ne va pas » demanda-t-il. Elia hésita, puis sortit de son sac un objet enveloppé dans un tissu. « J'ai fait quelque chose, pour la cabane. Pour vous deux. » Il déplia le tissu, révélant une plaque de bois finement sculptée, environ 40 cm de long. On y voyait le profil précis des montagnes visibles depuis leur futur porche, et, dessous, des lettres gravées. Green Mountain Haven. Harold caressa la surface polie. « C'est toi qui as fait ça ? » ?»« Oui. Papa m'a aidé pour les lettres, mais le dessin et la sculpture, c'est moi. »« C'est magnifique, » dit Harold, sincèrement ému. « Mais je ne suis pas sûr du nom. » Elia baissa la tête, déçu. « Vous ne l'aimez pas ? » ?»« Ce n'est pas ça, » le rassura Harold. « C'est juste qu'un nom de maison devrait raconter son histoire. Et celle-ci n'est pas seulement la nôtre. » La compréhension se fit sur le visage du garçon. « Vous voulez le changer ? » ? Peut-être. Que dirais-tu de Green Murphy Haven ? Après tout, tu as mis une part de toi dans chacune de ces planches. Elia resta figé, bouleversé. Vous mettriez notre nom sur votre maison ? Pourquoi pas ? Tes empreintes sont partout ici. Tes idées, ta vision. Et puis un nom doit dire la vérité, et la vérité, c'est que ce lieu n'existerait pas sans toi. James Murphy, qui ajustait la porte, s'arrêta, ému. C'est un honneur, Harold. Un honneur mérité, répondit-il simplement. Quelques instants plus tard, Martha arriva, escortée d'un groupe de femmes portant des plats fumants pour les ouvriers. Elle aperçut la plaque dans les mains de son mari. Qu'est-ce que c'est ? Notre enseigne, expliqua Harold. Même si nous pensons à modifier un peu le nom. Martha lut attentivement, Green Mountain Haven. C'est splendide, Elia, dit-elle avec chaleur. James ajouta doucement. Harold veut le changer en Green Murphy Haven. Martha leva les yeux vers eux, comprenant aussitôt. Je trouve ça parfait, murmura-t-elle. Cette maison porte désormais nos deux histoires. Les yeux d'Elia brillèrent, submergés d'émotion. Je peux en faire une nouvelle, si vous voulez. Pas la peine, répondit Harold. Ajoute simplement à ce que tu as déjà créé. Comme nous l'avons fait avec la cabane. Ce soir-là, le soleil d'hiver se coucha derrière les montagnes, allongeant sur la neige les ombres bleutées des pins. Les bénévoles se rassemblèrent devant la maison achevée. Le moment était venu d'accrocher la porte, la dernière étape avant de pouvoir appeler cet endroit chez eux. Harold prit la plaque des mains d'Elia. Ensemble, ils la fixèrent juste au-dessus de la nouvelle porte. Le bois frais luisait sous la lueur orangée du crépuscule. Sur la gravure, les mots « Green Murphy Haven » semblaient briller d'une lumière intérieure, comme si la montagne elle-même bénissait leur œuvre. Martha glissa sa main dans celle de Harold. « Tu vois, dit-elle d'une voix douce. Ton cœur savait ce qu'il faisait, après tout. Il ne battait pas trop fort,
il battait juste à la mesure de ton rêve. Harold lui répondit d'un sourire silencieux. Autour d'eux, les voix des voisins, le rire des enfants, le crépitement d'un feu improvisé formaient une symphonie familière. La cabane n'était plus seulement une reconstruction. C'était un passage de témoin. Une promesse entre générations. Un sanctuaire né de la douleur, restauré par la tendresse, et rendu vivant par la solidarité d'un garçon et d'un vieil homme unis par la même flamme, bâtir quelque chose qui dure. La route sinueuse menant à la nouvelle maison brillait sous une fine couche de neige. Là où se trouvait autrefois une simple entrée de chantier se dressait désormais un portail en bois clair, gravé du nom choisi par Harold, Evergreen Murphy, surmonté d'une silhouette de montagne taillée avec une précision presque artistique. Elia, les mains encore couvertes de poussière de pin, ajustait soigneusement le panneau. Harold avait insisté, c'était à lui d'achever ce geste symbolique. Chaque foyer, avait-il déclaré devant l'assemblée, mérite un nom qui raconte son histoire et accueille ceux qui franchissent son seuil. Le pasteur William s'approcha, une petite fiole d'huile d'olive dans la main. Dans l'ancienne tradition, expliqua-t-il, on bénit la porte par laquelle passera toute la vie du foyer. Un silence solennel s'installa. Le pasteur traça une croix d'huile sur le chambranle, priant non seulement pour la maison, mais pour la communauté tout entière qu'il avait reconstruite. Ce n'était pas seulement un abri rebâti, mais une œuvre commune, un chantier de l'amour et de la résilience, une grange moderne élevée par des mains unies. Quand la nuit tomba et que les volontaires reprirent la route, Harold, Martha et Elia restèrent seuls, debout dans l'encadrement de la porte. Sous le nouveau panneau, ils contemplèrent le fruit de tant de mois d'efforts. Aucun mot n'était nécessaire. Chacun sentait dans le silence le poids et la beauté du chemin parcouru, une maison détruite, un rêve jugé impossible, et un pont invisible entre 3 générations. De la ruine était née bien plus qu'une reconstruction, une renaissance. Ce foyer racontait désormais l'histoire de ce qui advient lorsque la détermination dépasse l'âge, lorsque la sagesse circule entre jeunes et anciens, et lorsque la communauté se souvient que sa vraie force réside dans le soin porté aux plus fragiles. En janvier, le froid mordant s'abattit sur la montagne. Malgré cela, le travail intérieur avançait régulièrement. Martha avait choisi une teinte jaune beurre pour les murs, chaude et lumineuse, rappelant le soleil d'été. Les planchers furent posés avec un mélange de lattes de chêne neuf et de planches récupérées des décombres de leur ancienne maison, un pont entre passé et avenir, entre cicatrices et guérison. Les armoires de la cuisine prenaient forme sous la supervision rigoureuse de Harold, qui vérifiait chaque mesure comme un maître d'œuvre obstiné. Les Johnson, toujours généreux, avaient prolongé leur hospitalité pendant l'hiver. Pourtant, Martha et Harold commençaient à ressentir le poids d'une dépendance qu'ils n'avaient jamais connue. Avoir un toit, un lit, un foyer accueillant ne suffisait pas, il leur manquait leur espace, leur routine, leur intimité. Un soir, autour de la table de cuisine, James annonça avec un sourire prudent, le contrôle de plomberie est validé. L'inspection électrique est prévue pour mardi. Harold releva la tête, l'impatience contenue dans la voix, et la date d'emménagement. James échangea un regard avec Elia. Officiellement, début février. Il reste quelques finitions à peaufiner. On n'a pas besoin de finition, coupa Harold. Juste d'une salle de bain et d'une cuisine fonctionnelle. Le reste peut attendre. Martha posa une main apaisante sur son bras. Nous avons attendu tout ce temps, Harold. Quelques semaines de plus ne nous feront pas de mal. Mais plus tard, dans la chambre d'amis, Martha le trouva assis au bord du lit, un flacon de médicaments à la main, le regard perdu. 3 pilules par jour, matin, midi et soir, pour le reste de ma vie, murmura-t-il. Elle s'assit à côté de lui, un sourire tendre aux lèvres. C'est un petit prix à payer pour te garder auprès de moi. Harold secoua la tête. Je ne suis plus l'homme que j'étais, Martha. Je ne peux plus bâtir, ni même porter un meuble sans craindre un autre incident cardiaque. Elle répondit doucement, aucun de nous n'est celui qu'il était. C'est ce que la vie fait de nous. Elle façonne, elle enlève, elle transforme. Le samedi suivant, une tempête de neige surprit la région, paralysant les routes et annulant la journée de travail prévue. Mais dès le dimanche, les voies principales furent dégagées. Harold convainquit Frank de l'y conduire, il voulait s'assurer que les tuyaux n'avaient pas gelé. En arrivant sur le site, ils aperçurent déjà le camion du père d'Elia. On dirait qu'on n'est pas les premiers, lança Frank. À l'intérieur, ils découvrirent Elia, seule, en train d'installer des rampes en bois le long du couloir menant à la chambre. « Qu'est-ce que tu fabriques, fiston » demanda Harold en passant la main sur le bois poli.
Le garçon sursauta légèrement. Juste quelque chose que je pensais utile, répondit-il, concentré sur son travail. Les rampes, taillées dans du merisier, s'intégraient parfaitement au style de la maison. En regardant autour de lui, Harold remarqua d'autres détails subtils, une petite rampe au lieu d'une marche, des prises électriques plus hautes, des poignées de porte à levier plutôt qu'à tourner, un tabouret escamotable dissimulé dans les armoires. Il fronça les sourcils. Ces modifications, elles n'étaient pas dans les plans. Elia continua à visser le dernier support avant de répondre, je les ai ajoutés au fur et à mesure. De petites améliorations. Pour nous, dit Harold lentement. Elia leva les yeux, hésitant. Pour votre sécurité. Et, pour votre confort. Un long silence suivit. Dans le regard de Harold se mêlaient fierté, gratitude et une pointe d'amertume. Ces aménagements témoignaient d'une attention profonde mais aussi du rappel discret de sa fragilité. C'est du bon travail, dit-il enfin, la voix plus douce. Je voulais que ce soit discret, expliqua Elia. Mon grand-père détestait tout ce qui lui rappelait qu'il vieillissait. Mais après votre malaise, j'ai pensé que nous aurions besoin d'aide sans oser la demander, acheva Harold. Oui, monsieur. Frank, examinant les tiroirs coulissants, siffla d'admiration. Ce gamin pense à tout. Ces étagères escamotables, c'est du génie. Louise adorerait ça dans notre cuisine. Ils poursuivirent la visite. Une douche à double pommeau, un îlot de cuisine ajusté à la taille de Martha, des lampes supplémentaires dans les zones de travail, tout était pensé avec soin. Rien ne criait vieillesse ou handicap, tout parlait d'intelligence, d'anticipation, d'amour. Sur le chemin du retour, Harold resta silencieux, le regard perdu dans les paysages enneigés. Tout va bien, demanda Frank. La cabane est magnifique, répondit-il enfin. Mieux que ce que j'aurais imaginé. Alors ? Harold soupira. Quand on est jeune, on construit pour aujourd'hui. En vieillissant, on comprend qu'on aurait dû construire pour demain. Frank hocha la tête. Et ce garçon, lui, il a construit pour vos demain. Oui, murmura Harold. Pour tout ce qu'il pouvait imaginer. Pendant ce temps, dans le salon de Louise Johnson, un groupe de femmes s'était rassemblé autour d'un vaste carré de tissu étalé sur leurs genoux. Ce qui devait être un simple cadeau de pendaison de crémaillère était devenu une œuvre d'art communautaire, une tapisserie de souvenirs partagés. Chaque carré racontait une histoire, chaque point liait des vies. Martha revient de son rendez-vous médical à 4 heures, rappela Louise. On doit finir la bordure aujourd'hui si on veut que tout soit prêt pour l'emménagement. Elia dit qu'ils font la dernière inspection demain, ajouta Sarah Murphy, l'aiguille brillant dans la lumière. 6 mois depuis la tempête jusqu'à la nouvelle maison. Souffla Beth Collins. C'est à peine croyable. Ce n'est pas une question de croyance, répondit doucement Eleanor Wilson, 85 ans, la doyenne du groupe. C'est du travail. Et la volonté de ce garçon. Au centre du kilt, Louise avait cousu la silhouette de l'ancienne cabane, à partir des tissus récupérés dans les rideaux brûlés et les fauteuils détruits. Autour, les familles avaient ajouté leurs propres carrés, des paysages de montagne, des fragments de sacs de farine, des morceaux de chemise d'Elia taillés en motifs de plans architecturaux. Le carré de la famille Henderson portait des bouts de toile des sacs de provisions offertes pendant la reconstruction. Celui de la femme du pasteur provenait de l'ancienne étole liturgique de son mari, symbole des prières partagées après la tempête. Et ce morceau de tissu bleu, demanda Maggie Cooper. De la vieille chemise de travail de Harold, expliqua Louise. Martha l'a sauvé des décombres. Maggie sourit. Parfait pour le ciel de ma scène de montagne. Les voix se mêlaient dans la pièce, tissant des souvenirs aussi sûrement que leurs aiguilles liaient le tissu. Elles évoquaient Martha, toujours prête à aider lors des maladies et des naissances, Harold, son caractère rugueux mais son cœur immense. Vous vous souvenez quand ils ont hébergé les Patterson après l'éboulement de 92? Et quand Martha a organisé la collecte de fournitures scolaires chaque été? Aucun enfant ne commençait l'année sans cahier ni crayon. Lorsque le soleil d'hiver déclina, elles posèrent les dernières touches, une étiquette brodée indiquant la date, une bordure de pins et de montagnes, et quelques perles translucides qui scintillaient comme la rosée du matin. Elles déplièrent la couverture achevée, un souffle d'émotion traversa la pièce. C'est magnifique, murmura Sarah. Penses-tu qu'ils comprendront tout ce que cela signifie? Demanda Beth. Eleanor sourit, les yeux plissés de sagesse. Ils comprendront.
Ils vivent sur cette montagne depuis toujours. Ils savent ce que veut dire le mot voisin. Quand Martha rentra de chez le médecin, le kilt était déjà enfermé dans un coffre de cèdre, noué d'un ruban. Le secret serait révélé lors du grand jour, celui où tout le village viendrait les accueillir chez eux. Ce soir-là, Martha s'assit à la table, face à Harold, la liste des dernières vérifications entre les mains. « Ça y est, dit-elle d'une voix douce. Après tout ce qu'on a traversé, on rentre à la maison. » Harold esquissa un sourire fatigué. « Une nouvelle maison, corrigea Théil. Elle lui prit la main. « Sur la même terre. Avec la même vue. Et le même lever de soleil. » Il hocha la tête. Oui. Tout avait changé et pourtant, l'essentiel demeurait. La maison était neuve, mais l'essence du foyer dépassait les murs et le toit. Le véritable « chez soi » n'était pas seulement une structure, c'était la montagne elle-même, les jeux de lumière familiers qui glissaient sur la vallée, cette certitude intime d'appartenir à un lieu précis du monde. « J'ai emballé la plupart de nos affaires aujourd'hui, » dit Martha d'une voix douce. Finalement, il n'y en avait pas tant que ça. « Nous voyageons plus légers, » répondit Harold avec un demi-sourire. Ce qu'ils ne dirent pas, mais que tous deux savaient, c'est que cette maison serait probablement leur dernière. Elle avait été pensée non seulement pour le présent, mais aussi pour les années à venir, avec la lucidité tranquille de ceux qui connaissent les défis du grand âge. Elia, par ses idées ingénieuses, avait anticipé ses besoins tout en préservant leur dignité et leur indépendance. Ce soir-là, alors qu'ils se préparaient à dormir une des dernières nuits dans leur abri provisoire, Martha sentit une émotion l'envahir. Harold, remarquant ses yeux humides, posa une main sur la sienne. « Les Johnson ont été si bons pour nous, » murmura-t-elle. « Et tous les autres aussi, » ajouta-t-elle en essuyant une larme. « Nous leur rendrons l'appareil, » assura Harold. « D'une manière ou d'une autre. » Elle hocha la tête. « La gratitude, » pensa-t-elle, ressemble à un grand patchwork, certaines pièces sont visibles, d'autres invisibles, mais toutes tissent ensemble la chaleur d'une communauté. Le mois de février s'ouvrit sur une douceur inattendue, comme si la nature elle-même bénissait ce jour. La neige persistait dans les creux ombragés, mais le sentier menant à la nouvelle cabane était sec, dégagé, brillant sous un ciel bleu limpide. Peu après le lever du soleil, des véhicules commencèrent à serpenter le long de la route de montagne. Camions et SUV se garaient le long de l'allée élargie, un ajout que James Murphy avait insisté pour créer, « Pour quand vous aurez des visiteurs », disait-il. Les enfants sautaient des banquettes arrière, serrant contre eux des paquets soigneusement enveloppés, les adultes transportaient plats couverts et chaises pliantes, leur rire se mêlant au vent frais. À l'intérieur de la cabane encore vide, Elia procédait aux derniers ajustements. Il vérifia que chaque fenêtre s'ouvrait sans effort, que chaque porte pendait parfaitement droite, que la cheminée tirait juste comme il fallait. Les électriciens et les plombiers avaient fait leur part, mais presque tout le reste portait sa marque, l'inclinaison du toit étudiée pour supporter le poids de la neige, les étagères sur mesure destinées aux livres de Harold, chaque détail pensé avec soin. L'inspection avait été validée, le permis d'occupation délivré. Ne restait plus que la cérémonie et le moment où un chantier devient un foyer. Dans sa poche, Elia gardait un objet qu'il avait façonné pendant des semaines. À partir d'un morceau de fer, il avait forgé, à la manière des anciens forgerons, une clé unique, à la fois massive et élégante, un symbole, plus qu'un outil. Le manche reprenait les motifs du premier chalet, tandis que la tige et les dents avaient été taillées pour le verrou de la nouvelle porte. Lorsque midi approcha, le pasteur Williams rassembla la communauté sur le perron. Harold et Martha, bras dessus bras dessous, étaient émus par le nombre de visages familiers venus partager cet instant. « Voisins, » déclara le pasteur d'une voix claire, « nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer bien plus qu'une maison. Nous célébrons la résilience, la solidarité et ce pont entre les générations qui a rendu ce jour possible. » Le regard de Harold se posa sur la foule, Bill Cooper, qui avait pris des jours de congé pour parfaire la cheminée, la famille Henderson, donatrice de bois et de repas, Louise et Frank Johnson, qui avaient ouvert leur chambre d'amis, et, légèrement en retrait, les Murphy, James et Sarah, fiers d'observer leur fils debout, les mains jointes d'émotions contenues. « Il y a 6 mois, » reprit le pasteur, « nous avons été témoins de la destruction. Aujourd'hui, nous célébrons la création, pas seulement celle d'un toit et de murs, mais celle d'un symbole, d'une preuve de ce que l'union des cœurs peut accomplir. » Martha serra la main de Harold. Ses yeux brillaient de gratitude. Ces derniers mois avaient été rudes, mais il leur avait apporté des trésors, des amitiés nouvelles, des liens profonds, la découverte que l'indépendance et la solidarité ne s'opposent pas, mais se complètent.
Le pasteur se tourna alors vers Elia. Je crois qu'un jeune homme a quelque chose à remettre. Elia s'avança. Malgré les mois passés à diriger des adultes sur le chantier, parler devant la foule lui serrait la gorge. Monsieur et Madame Green, dit-il enfin, vous m'avez confié votre maison lorsque tout semblait perdu. Aujourd'hui, je veux vous rendre cette confiance. Il sortit de sa poche la clé forgée, le métal brillait au soleil d'hiver. Cette clé ouvre votre porte, expliqua-t-il. Je l'ai faite à la main, à l'ancienne, comme les gonds de votre première cabane. Elle est unique, comme votre foyer. Harold la prit dans sa paume, son poids, solide et réel, contrastait avec la légèreté des clés modernes. Il y avait là quelque chose de symbolique, la promesse de stabilité, d'appartenance. Elia poursuivit, plus assuré. Un bon verrou ne s'ouvre qu'avec la clé parfaite. Chaque goupille, chaque pièce doit s'aligner avec précision. Harold hocha la tête. Il comprit le parallèle, la reconstruction avait exigé la même harmonie, chacun apportant sa compétence pour créer un tout plus fort que la somme de ses parties. Vous voulez l'essayer, demanda Elia. Harold tendit la clé à sa femme. C'est toi qui devrais le faire, murmura-t-il. C'est toujours toi qui transformes une maison en foyer. Martha inséra la clé dans la serrure. Un déclic clair résonna, suivi d'une clameur joyeuse. La porte s'ouvrit. Devant eux, la lumière envahissait les pièces, révélant un intérieur chaleureux, des meubles restaurés, d'autres offerts, tous disposés selon les notes méticuleuses d'Elia et les souhaits de Martha. Bienvenue chez vous, dit simplement le garçon. Martha, submergée, le serra dans ses bras. Harold posa une main ferme sur l'épaule du jeune homme, un geste lourd de reconnaissance. Ensemble, ils franchirent le seuil, le vieux couple et l'enfant, unis dans cette œuvre qui dépassait les générations. Ce n'était pas qu'une cabane de bois et de pierre, mais un héritage de courage et d'espérance, né de la foi qu'on peut rebâtir là où d'autres ne voient que ruines. Le printemps s'installa doucement sur la montagne, tout comme les Green prenaient racine dans leur nouveau foyer. Les perce-neige perçaient les dernières plaques de neige, les ruisseaux enflaient sous la fonte, et la cabane gémissait parfois, s'ajustant à sa fondation, comme une créature vivante. Chaque soir, après le dîner, Harold s'asseyait sur le porche, dans le fauteuil à bascule qu'il avait lui-même poli et huilé. De là, il observait les humeurs changeantes de la montagne, les ombres courant sur les pentes, les chevreuils s'avançant prudemment hors du bois, un aigle planant dans les courants tièdes. Martha le rejoignait souvent, apportant 2 tasses fumantes thé ou café, selon la fraîcheur du soir. Parfois, il restait silencieux, simplement présent. D'autres fois, il rêvait à leur petit potager, ou lisait à haute voix les lettres de leurs enfants, touché d'apprendre comment tout le village s'était uni pour les aider. Ce soir-là, Harold tendit l'oreille, il reconnut le bruit caractéristique du camion de James Murphy approchant par le dernier virage. Quelques instants plus tard, Elia apparut, sac d'école sur le dos et une petite boîte à outils à la main. « Monsieur Green » lança-t-il en gravissant les marches. « J'ai terminé le projet de station météo. Je voulais vous le montrer. » Depuis 6 semaines, le garçon venait régulièrement. Au début, pour quelques ajustements techniques, puis, tout naturellement, pour partager des idées, échanger des savoirs. Ni grand-père, ni petit-fils, ils étaient quelque chose entre les deux, un maître et son apprenti, mais aussi 2 âmes qui se comprenaient. Voyons cela, dit Harold en libérant de la place sur la table du porche. Elia sortit une boîte en bois de son sac. À l'intérieur, un assemblage harmonieux de capteurs modernes et de cadrans mécaniques brillait sous la lumière du soir. Elle mesure la température, l'humidité, la pression et la vitesse du vent, expliqua-t-il, chaque doigt pointant un instrument. L'anémomètre ira sur le fait du toit, mais le reste peut être fixé ici, sur la rambarde. Harold observa l'objet avec admiration. « C'est ton idée ? » Pour la plupart, répondit Elia avec modestie. Papa m'a aidé à protéger les capteurs extérieurs. Martha sortit de la maison avec un plateau fumant. J'ai cru entendre ta voix, dit-elle en souriant. Juste à temps pour les premiers biscuits à l'avoine. Tous 3 s'installèrent. La conversation se mêla au crépitement du bois dans la cheminée et au parfum du printemps. Entre 2 gorgées de thé, Harold et Elia débattaient de l'emplacement idéal des instruments, leurs échanges coulaient avec la fluidité de 2 esprits accordés. Et, tandis que le soleil se couchait derrière la crête, la lumière dorée baignait la cabane neuve. Elle semblait respirer, vivante, ancrée dans la terre comme les cœurs de ceux qui l'habitaient. Là, sur cette montagne,
s'écrivait une histoire simple et profonde, celle d'un renouveau partagé, d'une transmission silencieuse entre générations, d'un monde réparé, un geste à la fois. Les désaccords occasionnels entre Harold et Elia se réglaient toujours dans la raison, dans ce patient équilibre entre expérience et curiosité. Martha les observait avec une satisfaction silencieuse. Depuis sa retraite, Harold parlait peu, le silence s'était installé autour de lui à mesure que son cercle social s'était réduit. Mais depuis quelque temps, il s'était remis à converser avec enthousiasme, animé par le plaisir de transmettre ce qu'une vie entière dans la montagne lui avait appris, la patience du bois, la logique du vent, la sagesse du temps. Lorsque la discussion technique entre les deux hommes marqua une pause naturelle, Martha intervint avec douceur. « Comment ça se passe, l'école ?»« Bien, » répondit Elia. « Mon professeur de sciences a beaucoup aimé mon projet de conception de la cabane. Il a dit que c'était une compréhension exceptionnelle de l'adaptation environnementale. » Harold hocha la tête avec approbation. Un grand compliment, et amplement mérité. Elia hésita un instant avant d'ajouter, un peu timide. « Je pense que j'aimerais étudier l'architecture après le lycée. »« Tu serais excellent », l'encouragea Martha. « Tu as l'esprit mathématique, l'œil artistique ? Et surtout l'expérience pratique, » compléta Harold. « Beaucoup d'architectes ne construisent jamais ce qu'ils dessinent. Toi, tu sais comment les choses fonctionnent dans le monde réel. » Elia baissa la tête, gêné par tant d'éloges, mais son sourire trahissait sa fierté. « J'espérais que vous pourriez, un jour, m'écrire une lettre pour mon dossier d'université, murmura-t-il. Ce serait un honneur, répondit Martha avec chaleur, en lui prenant la main. Le soleil déclinait lentement derrière les crêtes. Tandis que le ciel se teintait d'or et de cuivre, Harold et Elia fixèrent les instruments de la nouvelle station météo, un baromètre et un thermomètre sur la rambarde du porche, une girouette et un anémomètre plus haut, là où l'air circulait librement. Martha apporta 3 tasses de café fumant et s'installa dans sa chaise adirondack, profonde et confortable, parfaitement adaptée à sa taille menue. Ils restèrent là, silencieux, observant les aiguilles des instruments s'animer, les écrans affichaient les premiers relevés. 72 degrés, nota Elia. Pression en légère hausse, confirma Harold. Beau temps demain. Il y avait dans cet instant une harmonie parfaite, la rencontre de l'expérience et de la jeunesse, du savoir ancien et de la curiosité moderne. Au crépuscule, les premières lucioles apparurent à la lisière de la forêt, scintillant en écho aux étoiles naissantes. Elia resta plus longtemps que d'habitude, captivé par les histoires de Harold sur les changements du climat montagnard au fil des décennies. À présent, chaque souvenir trouvait un écho concret dans les chiffres de leurs nouveaux instruments. Lorsque James arriva pour le ramener, il s'arrêta devant la maison sans descendre de sa camionnette. Il vit son fils, assis sur la rambarde du porche, débattant avec passion de formations nuageuses avec Harold, pendant que Martha tricotait calmement, glissant parfois une remarque dans la conversation. « On dirait que vous avez un petit météorologue en herbe, » dit James en souriant. « Il en a le profil, » répondit Harold. Il observe, il relie les choses entre elles. James acquiesça, sa voix plus douce. Il parle souvent de vous, de ce que vous lui apprenez. Ça compte énormément pour lui. Harold se contenta d'un signe de tête. L'apprentissage va dans les deux sens, dit-il simplement. Après leur départ, Harold et Martha restèrent sur le porche à regarder les phares disparaître dans la courbe du chemin. Les instruments bruissaient doucement, enregistrant les forces invisibles qui façonnaient la montagne. « C'est un garçon remarquable, » dit Martha. « Il ira loin, » répondit Harold. « Plus loin que cette montagne. » La pensée fit naître en eux une fierté paisible, teintée d'une légère mélancolie. Élever un jeune esprit, c'était accepter qu'il s'envole un jour au-delà du monde qu'on lui avait offert. Mais ce soir-là, il n'avait pas besoin d'y penser. Le porche, le balancement régulier du fauteuil de Harold, la maison reconstruite grâce à la solidarité du village, tout cela suffisait. Une année entière s'était écoulée depuis la tempête qui avait détruit leur ancienne cabane. L'été habillait désormais la montagne de verre et de lumière. Le nouveau foyer se dressait au milieu d'un tapis de fleurs sauvages. Les oiseaux avaient trouvé refuge sous les avantois que Harold et Elia avaient conçus spécialement pour eux. Martha, à genoux dans le jardin, transplantait des jeunes plants d'herbes aromatiques. Les plates-bandes surélevées eurent une idée ingénieuse d'Elia et lui permettaient de jardiner sans douleur, malgré les années. Elia est là, lança Harold depuis le porche. Elle leva les yeux et aperçut le garçon gravissant le sentier. Il avait grandi, à 13 ans, sa silhouette commençait à se dessiner avec l'assurance de l'adolescence. Dans ses bras,
il portait un petit arbre, soigneusement enveloppé dans de la toile de jute. « Qu'est-ce que tu nous apportes là » demanda Martha en retirant ses gants. « Un chêne rouge » répondit Elia. « Ça vient du projet de foresterie à l'école. Chaque élève devait en planter un. » Harold descendit les marches du porche avec précaution. « Excellent choix. Il pousse lentement, mais il dure des générations. C'est pour ça que je voulais le planter ici, » expliqua Elia. « Là où il ne sera jamais dérangé. » Tous trois partirent chercher l'endroit idéal. Ils choisirent un espace dégagé, assez loin de la maison pour que les branches futures ne menacent pas le toit, mais suffisamment proche pour que l'arbre soit visible depuis le porche. Harold alla chercher des pelles dans l'abri à outils qu'ils avaient construit ensemble l'automne précédent. Le travail se fit naturellement, Elia creusait le trou principal, Harold l'élargissait avec précision, Martha mélangeait les amendements nécessaires à la terre. « Dans 20 ans, il offrira une belle ombre, » dit Harold. « Et dans 50, il sera majestueux, » ajouta Martha, en tassant doucement la terre autour des racines. Elia contempla leur œuvre avec fierté. « Et dans 100 ans, ce sera un repère sur la montagne. » La ligne du temps dépassait leurs vies individuelles, mais le geste les liait à cet avenir lointain. C'était un investissement dans le monde de demain, planté par les mains d'aujourd'hui. Une fois le jeune chêne solidement fixé, ils s'assirent sur les marches du porche pour partager la limonade préparée le matin même. La conversation coula doucement, les progrès d'Elia à l'école, les pièces d'échecs que Harold sculptait, les projets de conserve de Martha pour l'hiver. Le temps s'étirait avec bienveillance. En fin d'après-midi, la camionnette de James apparut sur la route. Harold et Martha accompagnèrent Elia jusqu'à l'allée, s'arrêtant devant le jeune arbre. « Il faudra l'arroser tous les 2 jours pendant le premier mois » rappela Martha. « Plus souvent s'il ne pleut pas. Je m'en occuperai à chaque visite » promit Elia. « Et tu ferais bien de venir souvent » ajouta Harold avec fausse rudesse, posant une main affectueuse sur son épaule. Ils restèrent debout, côte à côte, regardant le véhicule disparaître dans la vallée. Devant eux, le petit chêne dressait sa tige fragile, projetant une ombre à peine visible dans la lumière dorée du soir. « C'est incroyable » murmura Martha, « tout ce qui peut renaître d'un désastre. » Harold acquiesça. Son regard embrassait la maison reconstruite, le jardin foisonnant, et l'arbre qui grandirait bien après eux. Comme le jeune chêne, Elia poursuivrait sa croissance, nourri par les racines de leur affection et les valeurs qu'il lui avait transmises. Et, tout comme leur cabane, les Green avaient été reconstruits, non seulement leur demeure, mais leur place dans la communauté, leur sens de l'indépendance et leur compréhension du cycle du don et du retour. La tempête avait détruit bien des choses, mais ce qu'elle avait permis de faire éclore s'avérait infiniment plus durable que tout ce qu'ils avaient perdu. Ce qui avait commencé par la ruine d'une maison s'était transformé en renaissance, celle d'un foyer, d'un lien, d'un espoir transmis à une génération nouvelle. Souffle du vent, odeur du bois, rire d'un enfant. Leur monde n'était plus celui d'avant, mais il battait toujours au même rythme, celui du cœur humain, capable de reconstruire, de transmettre, et d'aimer encore.